On va commencer, allez-y. Alors, de manière générale, en fait, la mer, c'est un symbole de beaucoup de choses. On voit de l'exotisme, des voyages, de la puissance, du mystère, tout un ensemble de choses. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'activités. Et la pêche, par exemple, l'aquaculture, la plongée, la tourisme, tout ça. Et ces activités, donc, elles génèrent énormément de problèmes, et des problèmes qui viennent malgré tout plutôt de la terre. Donc, il y a différents types de pollution qui ont été identifiés depuis des dizaines d'années, qui sont très connus. La plus connue, bien évidemment, c'est la pollution par les hydrocarbures. Donc, vous avez tout un ensemble d'exemples, tous les problèmes qu'il y a eu dans la région, notamment l'Erika, le Prestige également dans le golfe de Gascogne, tout ça. Même pour l'anecdote, il est bon de savoir que les accidents ne représentent que 2 à 3% des apports d'hydrocarbures. C'est pas très important, mais c'est très spectaculaire. Sur le plan environnemental, on sait maintenant avec le recul qu'il y a un retour à la normale au bout de 5-6 ans. Par contre, sur le plan social et politique, ça a des conséquences qui sont parfois dramatiques pour le tourisme, pour les producteurs, les pêcheurs, et tout comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'apports chroniques. Par exemple, la Seine apporte régulièrement d'hydrocarbures. La région de Fos-sur-Mer émet dans l'atmosphère d'hydrocarbures. Et puis il y a également des suintements naturels. C'est dans le golfe de Guinée, il y a des suintements comme ça du fond, d'hydrocarbures naturels. Donc ce sont des produits qui sont à la base naturels et qui peuvent être raffinés. À ce moment-là, il y a des problèmes. Donc à côté des hydrocarbures, il y a également tout ce qui concerne les métaux. Alors, il y a différents exemples. Vous avez peut-être entendu parler d'Altéo en Méditerranée, à côté de Marseille. C'est 20 millions de tonnes de boue rouge qui ont été rejetées. Ce sont les images qui sont à gauche en bas, vous voyez, avec une paroi justement tout un ensemble de boue rouge. Et puis également le nickel en Nouvelle-Calédonie, donc tous les résidus d'extraction, après les eaux, les cisages et autres, et des apports massifs dans certains cas. Donc c'est pas forcément une pollution réelle parce que ça fait partie du minéral, mais c'est des enrichissements localement qui font qu'il peut y avoir des problèmes avec, par ce type de pollution. Et puis, donc, marée noire, on a les marées vertes, et puis on a les marées rouges, qu'on appelle les marées rouges, c'est les proliférations d'algues, ce qu'on appelle les dinoflagellés, qui contiennent des toxines, qui contaminent certains coquillages, et qui provoquent des interdictions de vente à certaines périodes de l'année, justement, lorsqu'il y a ces proliférations. Voilà. On a également des pesticides, évidemment, ça c'est un problème majeur, surtout en Bretagne, d'ailleurs, dans les eaux douces. Et puis on a des pollutions qui sont exclusivement marines, dont le problème n'est vraiment que marin. Et le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle le TBT. C'est une molécule, ça veut dire tributylétain, alors il y a des dérivés, dibutylétain, monobutylétain et autres, peu importe. C'est des molécules qui sont maintenant interdites, mais il existe des stocks qui sont encore utilisés dans certains pays. Et ça, en fait, c'est un gros problème parce que ce sont des molécules qui sont faites pour être toxiques vis-à-vis des espèces, et on les utilise pour les revêtements de navires. Il faut comprendre un petit peu que le fonctionnement d'un navire, on peut diminuer son coût simplement en mettant des antichimiques d'environ 25%. Donc les enjeux, quand on voit la flotte maritime mondiale, ils sont considérables, et c'est la raison pour laquelle il y a tout un ensemble de produits qui ont été recherchés. Alors maintenant, on commence à les remplacer par des produits à base de cuivre, on essaye de trouver d'autres méthodes, mais ce n'est pas encore comme on vient vraiment en place. Il y a encore des pays qui utilisent ces molécules très toxiques, notamment des pays en haut développement pour des raisons historiques, de maintenance, ou de compétences, ou de chercher par exemple des nouveaux produits. Et c'est dans certains endroits un vrai problème. Vous avez par exemple le sud de la mer du Nord, à cause du rail de navigation, vous avez 80% de certaines espèces de gastéropodes qui ont des femelles, qui ont des sexes mâles qui sont apparus, simplement à cause du TBT. Donc c'est vraiment un produit qui est fait pour être toxique et qui a des effets qui sont considérables. Et voilà, donc comme il est très permanent, on le retrouve partout dans tous les ports militaires, les ports de commerce, les ports de tourisme, y compris dans les ports de plaisance, et même des 30-40 ans après, si vous allez actuellement dans certains ports, vous faites des analyses de TBT dans les sédiments, on le trouve encore. Et donc ça veut dire que la faune, forcément, dans les ports est très altérée. Alors après, il peut y avoir une dilution très très au large, mais c'est quand même un problème de fond, avec une réglementation assez stricte. Alors, on a les marées noires, on a les marées vertes, on a les marées rouges, et puis on a les marées blanches. Donc c'est plutôt ce qui concerne une pollution qui est beaucoup plus récente, le plastique qui nous intéresse ce soir, avec des chiffres qui sont assez spectaculaires. Donc il y a à peu près 4 milliards de tonnes de déchets qui sont générés par an dans le monde. Et on est actuellement, en fait, on a dépassé les 350, on est à 390 millions de tonnes de plastique fabriquées chaque année. Alors le plastique, c'est pas forcément mauvais. En chirurgie, par exemple, il y a des pièces de plastique. Les ailes d'avion, il y a des composites avec des polymères qui allègent le poids de l'avion, donc c'est moins d'émissions de carbone, c'est moins de... Donc il y a quand même des avantages qui sont assez importants, mais ce qu'on ne sait pas gérer, en général, c'est la fin du plastique, qu'on appelle le plastique hygiénique, où on est vraiment très très mauvais. Et voilà. Alors il y a 8 millions de tonnes de plastique à port continent sur la mer, c'est ce qui est arrivé à ESG. Et ça fait à peu près de l'ordre de 500 tonnes par jour en Méditerranée. Il y a quelques années simplement, on était à 17 milliards de sacs plastiques. Dans les années 97, 98, on avait travaillé, enfin pas travaillé, mais on avait rencontré les gens de chez Leclerc qui avaient utilisé nos chiffres comme argumentation pour, quand ils ont lancé les systèmes de sacs de cabas pour remplacer. À l'époque, il y avait 30 milliards de sacs qui étaient distribués, c'était à peu près 1 million par heure, uniquement dans les supermarchés.
Donc ça veut dire qu'il y a une vingtaine d'années, on était à 1 million de toutes les heures. Là, il est actuellement donc 6 heures du soir, on aurait déjà eu 8 millions de tonnes en France, 8 millions de sacs auraient été distribués il y a une vingtaine d'années. Là maintenant, on est encore à quelques milliards. Pour Leclerc, par exemple, il faut savoir que l'opération de remplacement par les sacs est une opération de gestion. En fait, il y avait une taxe qui avait été instituée, et en vendant des sacs au lieu de distribuer des sacs, du coup, il en distribuait moins. Il les vendait et il évitait de payer une taxe, et donc c'était un rapport pour lui qui était de l'ordre de à peu près 5 à 6 millions d'euros. Donc c'est vraiment une opération de gestion interne qui, par contre, sur le plan environnemental était intéressante, puisque même si les gens participaient en prenant le sac à bas, ça faisait quand même moins de plastique, et on est passé de 30 milliards, comment dire, à simplement quelques milliards actuellement, et ça devrait continuer à baisser, parce qu'il y a eu des interdictions sur les sacs plastiques. Donc il y a quand même des choses qui vont un petit peu dans le bon sens, mais enfin on est loin d'avoir réglé le problème, mais alors vraiment très loin. Alors il y a des scientifiques qui ont essayé d'évaluer tous les problèmes de gestion de ce qu'ils appellent mismanagement en anglais, et c'est de voir un petit peu les quantités générées par pays. Et donc vous voyez par exemple que l'Europe génère beaucoup, mais par contre en rouge vous avez la part des déchets qui n'est pas du tout gérée. Et typiquement en Asie du Sud-Est, vous voyez Chine, Thaïlande, Indonésie, Ceylan, Inde et autres, en fait la plupart des déchets sont rejetés directement dans le milieu naturel comme ça. Il n'y a pas de station d'épuration, il n'y a pas d'usine de traitement, il n'y a pas de recyclage, il n'y a rien du tout. Et donc, manifestement, c'est une des régions du monde qui génère beaucoup de déchets, en tout cas les déchets qui vont aller à la mer. En Europe, il y en a de toute façon beaucoup trop, mais malgré tout, le taux de recyclage est assez important, sauf en Méditerranée, où les pays de la rive sud ont quand même des problèmes d'infrastructure pour des raisons simplement économiques. Et donc, voilà. Alors, s'il fallait tirer des conclusions sur la quantité de déchets générés, il faut comprendre, c'est que globalement, c'est lié à la population. Plus il y a de monde, plus il y a de déchets, c'est relativement simple. L'été, lorsqu'il y a du tourisme par exemple, la quantité de déchets augmente. Lorsqu'ils repartent, ça commence à redescendre. Après, ils peuvent être transportés en mer. Donc là, c'est par exemple la genèse des déchets, les apports maritimes. Donc vous avez par exemple les apports des fleuves, vous voyez en marron, en Asie du Sud-Est, évidemment, ça génère beaucoup. Il y en a un petit peu en Méditerranée, il y a quelques grands fleuves comme ça qui apportent beaucoup. Mais vous avez également donc, tout ce qui est la pêche en jaune. Donc vous voyez que la Méditerranée ou le nord de l'Europe est quand même une région où on pêche beaucoup. Et la pêche génère énormément de déchets et de produits en plus des engins de pêche, par exemple, qui tuent la faune, et donc c'est assez impactant et beaucoup plus important même que le plastique hygiénique. C'est la raison pour laquelle dans les directives actuelles, ils essaient de changer ce problème directement. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est un panorama globalement qui montre un petit peu les sources globalement. Si on arrive au niveau plus européen, là on a la population locale, on a la quantité de déchets avec les couleurs au milieu rouge, vert et autres. Et puis tout à fait à droite, vous avez les quantités de déchets qui sont générés par chaque pays, et on arrive à peu près à 600 tonnes par jour de déchets qui vont à la mer. Ça c'est la quantité à peu près tous les jours de déchets qui vont à la mer. Alors ça s'explique parce qu'il y a des lignes maritimes, notamment en Méditerranée, il y a le Rhin par exemple dans la Manche, et le sud de la mer du Nord. Ça s'explique aussi par la population qui est assez importante, et puis ça s'explique malheureusement par les comportements qui font que tout le monde n'a pas conscience de ce qu'il fait, il est capable de jeter comme ça. Et donc vous voyez, les quantités de déchets générés, les Polonais sont très bons, ils en génèrent relativement peu, alors que des pays comme par exemple l'Irlande en génèrent beaucoup. Tout le monde sait que les Irlandais sont particulièrement paillards, et peut-être que ça se retranscrit comme ça si vous plaisantez. On est peut-être plus qu'eux, mais bon. Ah, les Bretons. Non mais dans le sud, en gros. Voilà, donc ça fait quand même 225 000 tonnes par an. On est à peu près à un tiers de ce qu'annonce le WWF. Il parle de 600 000 tonnes par an. Enfin, nous, nos chiffres sont quand même un tiers en dessous, et donc on estime qu'ils exagèrent un petit peu dans leurs évaluations. Après, chacun a ses sources et ses données, mais nous, on est de l'ordre de simplement 220 000 tonnes pour 8 millions par an pour tous les pays, ce qui fait que l'Europe contribue à peu près un quart par 8, ça fait un 32e à peu près de ce qu'elle en est. Vous voyez quand même, on est quand même bon en termes de gestion, même si vous savez mieux que moi, il y a tout un ensemble de problèmes qui sont liés. Voilà. Donc, alors, ces déchets ils sont très divers, évidemment. Les plastiques représentent globalement 70 à 80%, et quand ils sont flottants, ils représentent jusqu'à 100%, puisqu'ils sont légers, évidemment, tout ce qui est métallique, tout ce qui est, les objets lourds et autres vont couler, et le plastique qui lui est léger va rester en surface, et donc ça donne un pourcentage qui peut être très élevé. Et là-dedans, il y a à peu près 45% d'emballage, et donc, in fine, on arrive à peu près à 30-35% qui sont simplement des emballages. Dans les déchets marins, c'est important parce que 30-35% c'est une proportion importante, et ce sont des déchets qui viennent de la consommation.
Vous trouvez très rarement, comme on dit, un pare-choc de voiture et autres, parce que d'abord il y a des systèmes de recyclage et des filières de recyclage. Les pneus, dans les années 80, par exemple, il y en avait beaucoup, sous l'eau, perdus comme ça, abandonnés sur les plages et autres. On en voit beaucoup moins maintenant. Enfin, on jouait des chambres à air, par exemple, de pneus quand on allait à la plage. Maintenant, ça a quasiment disparu. Et simplement parce qu'il y a des filières de recyclage. Par contre, les déchets, là, vraiment de la consommation, le comportement des gens, en fait, ça fait que ce sont des types d'objets qu'on retrouve. Donc, vous voyez, là, les inventaires à la Prévert, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Donc, on a trouvé un pantalon en remontant sur un fil de chalut, c'est-à-dire un câble qui traîne le chalut. En remontant, il y avait un pantalon qui, comme s'il avait été tendu pour sécher. On a trouvé des morceaux d'avion, un polyester, un petit avion. On a trouvé des motos, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, on les trouve en mer. Et parce qu'il y a des gens qui jettent des navires, ça arrive des fleuves également. Donc je reviendrai un petit peu sur le comportement. Donc, alors le problème, c'est de savoir d'où ils viennent. Eh bien, pour la plus grande partie, ils viennent des rivières. Donc là, en haut à droite, c'est la Seine. Après une crue, si vous voyez, les bords de la Seine. Donc c'est la même chose en haut à gauche. En bas à gauche, ce sont ce qu'on appelle les événements extrêmes. Le tsunami, vous avez toutes ces images de déchets, tout ce qui a été remué, les immeubles, les voitures. Donc forcément, quand l'eau se retire, ça repart à la mer. Il faut savoir que les événements extrêmes, ça peut représenter plus que les apports qui viennent simplement des rivières ou des continents. Dans le cas du tsunami au Japon, c'était 5 millions de tonnes en un seul coup, comment dire, en l'espace de quelques jours, qui sont arrivés à la mer. Beaucoup ont coulé, d'autres sont partis avec la circulation. Et donc parfois, les événements extrêmes, cyclones par exemple, ou les grandes crues, ça apporte énormément de déchets à la mer. Et c'est quand même très, très, très important parce que ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est peut-être le seul lien qu'il y ait avec le réchauffement climatique ou les perturbations climatiques, parce que ces événements, justement, peuvent être liés à ça. Voilà, donc ça c'est Katrina, c'était en Floride. Et en bas, ce sont des décharges sauvages, donc c'est au Liban, c'est moi qui ai fait la photo. Et donc ils ont un problème de gestion, c'est très corrompu comme pays, il y a pas tout un ensemble de problèmes. Et ils accumulent comme ça les déchets. Et quand je suis passé, il y avait des bulldozers en haut qui poussaient directement dans l'eau. Directement comme ça, avec tous les fleurs, vous voyez, tout ce qu'il y a. Et donc ça partait directement. Il y avait un pêcheur en contrebas qui essayait d'attraper quelques poissons. Et ça, c'est repris par la circulation, et ça remonte vers le nord, vers la Turquie, qui fait que la Méditerranée est la région la plus affectée du monde, simplement parce qu'il y a des apports comme ça volontaires. Donc les fleuves, vous avez l'exemple du Nil, il y a 20 millions d'habitants entre Le Caire et Alexandrie, peut-être même 25, et donc c'est une population assez importante, et donc ça fait forcément des quantités phénoménales qui arrivent. Voilà, donc on a comme source, alors ça c'est un programme européen, en haut à gauche, vous voyez, c'est des pertes de containers, et donc dans la Manche, en fait, il y en a relativement peu, mais par contre, dès que le temps devient, difficile pour les bateaux, eh bien, il y a des pertes. Alors des pertes qui sont accidentelles, et puis il y a même des pertes volontaires, parce qu'il y a une époque, c'est moins maintenant, mais c'est arrivé quand même que certains armements surchargent les bateaux et puis les jettent à la mer quand il y avait un problème de météo, un problème de sécurité, et donc c'était volontaire et jeté. Alors les quantités ne sont pas énormes, ça représente de l'ordre de 0,2 à 0,5% des apports de déchets, mais ça peut être spectaculaire. Vous voyez en Angleterre par exemple, ce qui est arrivé. Vous avez la pêche et l'aquaculture, donc ça c'est en Irlande, en haut à droite, une photo d'Ifremer, donc c'est l'aquaculture, le saumon, qui génère énormément de déchets également. Donc les pêcheurs ils ne sont pas mieux que les autres. En général, ils ont une sensibilité marine, il y en a qui sont très sensibles à ça et d'autres pas du tout. Et puis vous avez depuis quelque temps des problèmes de transport de microplastiques avec, comme pour les marées noires, les marées blanches, donc des microplastiques. Alors pour comprendre pourquoi on a ces microplastiques qui arrivent, il faut d'abord savoir pourquoi on a ces microplastiques. Donc on appelle ça des granulés industriels. En fait, pour fabriquer un morceau de plastique, quel qu'il soit, par exemple un écran d'ordinateur, il va falloir prendre du plastique, le chauffer, le mettre dans un moule, si vous voulez, puis après le refroidir et de façon à ce qu'il y ait une forme. Alors, on pourrait transporter le plastique sous forme de cube, et comme ça on ne le perdrait pas, il n'y a pas de problème. Sauf que pour chauffer un morceau de cube, il faut aller au cœur du cube, et c'est beaucoup d'énergie, c'est très 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 cher. Et donc on ne peut pas. Et pour limiter ce problème-là, en fait on utilise des granulés qui font 5 mm. Donc il y en a 6 millions pour un sac de 25 kg, à peu près 6 millions de granulés. Ils sont transportés comme ça en container, si vous voulez. Et quand ils arrivent dans les usines pour fabriquer les objets, à ce moment-là ils sont chauffés, le chauffage est très rapide. Et à ce moment-là, on a un liquide plastique, et à ce moment-là, c'est thermoformé, si vous voulez, on arrive à avoir l'objet. C'est la raison pour laquelle on a cette matière première, parce qu'elles sortent des raffineries qui se forment de granulés industriels. Alors les associations appellent ça, c'est très joli, ils ont appelé ça les larmes de sirène, parce que ça représentait des objets en verre ou en cristal, pas en cristal, mais un petit peu, vitreux, qu'on trouvait sur les plages de Méditerranée à l'époque des Grecs. Et puis maintenant, en fait, ça correspond à des granulés. Donc la photo du milieu, en noir, ce sont des granulés qui sont déjà précolorés.
Donc c'est pour faire des plastiques particuliers. Et sinon, c'est des accidents comme ça. Il y en a eu un à Hong Kong, il y en a eu un en Grèce, il y en a eu en Afrique du Sud, avec des arrivées massives parce qu'il y a eu des pertes de conteneurs, et donc avec des plastiques dedans, des sacs qui sont percés, et donc c'est arrivé comme ça. Ces plastiques-là, dans le cas de l'Afrique du Sud, ils sont arrivés jusqu'à l'Australie. Ils sont partis d'Afrique du Sud pour aller sur les plages australiennes. C'était passé comme ça, et donc on voit que ça collait très très bien. Voilà. Donc, alors où est-ce qu'on va les retrouver? Eh bien, on va les retrouver, c'est assez simple, hein, on va les retrouver sur les plages, on va les retrouver à la surface, et on va retrouver sur les fonds. Donc sur les plages, vous avez en haut à gauche, par exemple, c'est une plage urbaine, c'est en Méditerranée, c'est en Libye, c'était avant la guerre, on avait eu l'occasion de faire une campagne avec l'Ifremer. On avait trouvé cette plage où les gens jetaient, et donc c'est une vraie plage. Hein, voilà. Alors on voit derrière, il y a un quai, mais il y a toute une longue plage comme ça partait de là, et ça s'accumulait. En mer, donc de temps en temps, on a des nappes comme ça s'accumule. Vous avez les mégots, typiquement sur les plages, ça peut représenter jusqu'à 40% des déchets. Et donc c'est quand même une part significative. Et puis vous avez donc sur les fonds, alors en bas, c'est le parc des Calanques. Alors, une explication, c'est pour la raison pour laquelle on a des grandes quantités comme ça, c'est que pendant très longtemps, il n'y avait pas de station d'épuration. Et maintenant, il y a une station d'épuration, mais il y a des déchets qui sont antérieurs à la station d'épuration, qui sont sur le fond. Donc le parc, c'est une très jolie zone. Et en fait, c'est une vraie carpette, vous soulevez, et derrière, dessous, il y a toute la poussière, si j'ose dire. Et en fait, la poussière, pour nous, c'est des gros déchets. C'est 10 minutes de chalutage simplement. En bas à droite, c'est 10 minutes de chalutage simplement. Et alors, en bas à gauche, c'est une association qui s'appelle SOS Nage de Seine, qui est au Havre. Une personne avec qui on travaille de temps en temps, une association qui a ramassé tous les cotons-tiges qu'il y avait sur 100 mètres de littoral dans l'estuaire de la Seine. C'est 100 mètres uniquement de littoral, et tout ça, c'est des cotons-tiges. Alors la raison pour laquelle on retrouve ces cotons-tiges, c'est une problème de comportement en fait. Quelqu'un qui se nettoie les oreilles le matin, eh ben, il n'a pas envie de garder son coton-tige chez lui, même pas dans une poubelle, donc il le met dans les toilettes. Et alors évidemment, ça part dans le circuit, c'est pareil pour les mégots avec le ruissellement. Et en fait, ça passe au travers des grilles en longueur, parce que le diamètre est très faible, si vous voulez, donc ça passe, et c'est repris par la circulation, et ça arrive comme ça dans les flottes d'abord, et puis après en mer, et donc c'est parmi les déchets les plus fréquents. C'est la raison pour laquelle ils ont interdit les pailles, par exemple, parce que justement, c'est autre chose, c'est le même genre de problème, si vous voulez. Alors pour les cigarettes, il faut imaginer, parce qu'ils ont interdit, c'est en 2011, depuis la DCSM, d'ailleurs, qui a fait une directive sur laquelle on travaille, avec certains d'entre nous, et ils ont interdit de fumer dans les lieux publics et dans certaines entreprises, et donc les gens à la Défense, moi j'ai vu ça à la Défense, ils sortent des immeubles, ils vont en bas, ils fument et après ils jettent, et ça c'est repris par la pluie, par les eaux de ruissellement, ça va dans les rivières, et en Angleterre il y a une association qui s'appelle MCS, ils ont fait des comptes, et à partir du moment où il y a eu le début de l'interdiction, en fait ils ont augmenté les quantités de mégots sur les plages, et donc quelque chose, une décision qui était bonne pour la santé, en fait pour l'environnement n'était pas. Donc on voit bien comment ça peut être complexe si vous voulez prendre une bonne décision, parce qu'on n'a pas le recul et on ne voit pas la portée justement de quelque décision que ce soit, parce que ce sont des problèmes globaux et n'importe qui est capable de faire une erreur dans la manière justement de vouloir traiter un problème. Voilà. Donc on les retrouve finalement partout, sauf peut-être entre deux eaux. Alors forcément, ils doivent aller quelque part pour ceux qui coulent, on a un moment où ils coulent, et quand on échantillonne, quand on ramasse avec un chalut et autres, ben, en fait, il n'y en a pratiquement pas entre deux eaux. Alors il y a peut-être des zones, des lentilles d'eau où on en trouverait, mais même les microplastiques, c'est des particules dégradées, on en trouve relativement. Alors il y a des zones qui sont particulièrement sensibles, donc ça c'est des travaux qui sont assez anciens, mais qui sont quand même importants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils peuvent être transportés parfois très très longtemps et très très loin. Et donc, on a eu l'occasion de monter avec un brise-glace dans le détroit de Fram, c'est au-delà du Spitzberg, 80 nord. Et donc, on a eu des déchets avec des densités qui étaient les mêmes qu'en Manche, notamment dans ce qu'on appelle un dip, c'est-à-dire une espèce de fosse comme ça. Et parce qu'il y a un courant qui longe la Norvège, qui récupère tout ce qui vient d'Europe et qui repart comme ça vers l'Europe du Nord. Et après, donc, on ne sait pas où ça va pour l'instant. Donc, c'est possible qu'un jour, on trouve des zones d'accumulation très profondes et très loin dans le bassin arctique. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des densités assez importantes. Alors, la Manche, elle est relativement bien lotie parce qu'il y a un courant très fort qui vient de la vallée nord-atlantique, c'est-à-dire qui vient des États-Unis, en fait, qui rentre dans la Manche et qui pousse tout en mer du Nord. Et donc, après, une partie va aller en Norvège. Mais malgré tout, il y a des quantités assez importantes. Et à l'époque, ça, c'est des données qui datent d'une vingtaine d'années à gauche. On avait des quantités de verre assez importantes entre Dieppe et Brighton, ça correspondait vraisemblablement à une de ferry. Et on avait la même chose en Méditerranée, où on retrouvait autour de la côte, sur les lignes de ferry, on retrouvait des quantités de bouteilles assez profondes, le courant ne fermait pas, et on retrouvait des quantités de verre assez importantes. Maintenant ça a disparu, mais par contre on voit des petits gobelets jaunes en Corse de la Corsica Ferries, donc une compagnie de ferry, qui sont caractéristiques, et on les retrouve comme ça, et on voit bien que, sans incriminer personne, parce que en fait les gens jettent, c'est pas la compagnie elle-même si vous voulez, mais ça peut être simplement les gens qui jettent, mais on arrive comme ça à tracer, et voilà.
Donc là, vous avez la Dour, on voit bien très bien. Alors quand il y a des fleuves, vous voyez la Seine par exemple au milieu, le flot est trop important et donc tout ce qui est au milieu est balayé et ça va dans la Manche. Et par contre, sur des petits fleuves comme la Dour, en fait, il n'y a pas suffisamment de courant et donc à l'embouchure, il y a tout qui va s'accumuler tout de suite. Et on voit bien comme ça la différence, si vous voulez, selon les fleuves, selon les débits et selon les saisons aussi également. Alors, il reste des questions qui se posent encore sur les zones d'accumulation. Il y a des gens qui ont parlé des zones d'accumulation au large, flottante, je vais y revenir tout à l'heure, mais peut-être qu'au fond, à certains endroits de la planète, eh bien, il y a des zones comme ça où ça s'accumule. Je vous montrerai des images en zone côtière où ça c'est sûr, il y a des endroits où c'est assez spectaculaire. Mais très loin et très profond, il y a encore probablement des zones à trouver dans lesquelles il pourrait y avoir des quantités assez importantes de déchets. C'est un petit peu une des questions qui nous importent. Voilà, alors, le problème c'est que les plastiques ils se dégradent. Alors le verre on considère que c'est inerte, donc c'est des milliers d'années pour le verre, sauf s'il est cassé, ou là sur le sable par exemple, ou dans les sédiments, il va être érodé et en l'espace de quelques semaines, il va redevenir de la silice, en fait, il va redevenir de la silice. Et par contre le plastique il va s'altérer progressivement avec tout un ensemble de mécanismes que les gens essayent de comprendre maintenant, c'est assez long. Le problème c'est que plus on descend en profondeur, moins il y a d'oxygène et il n'y a plus de lumière du tout. Et ça, ce sont les facteurs qui normalement favorisent la dégradation. Avec les bactéries, la photolyse, tous les mécanismes de dégradation, au soleil par exemple, et bien, en fait en profondeur, il n'existe pas. Donc les bouteilles qui sont au fond, par exemple, elles ont plusieurs dizaines d'années. Rien qu'à la forme, les spécialistes de l'industrie pourraient vous dire de quelle période elles datent, si vous voulez. Et en fait, elles ne se dégraderont pas. Et en tout cas, ça prendra beaucoup plus de temps, peut-être plusieurs centaines d'années. Et personne n'a de recul pour vous dire exactement. Du reste, c'est pas possible. Alors, il y a des arguments qui montrent que certains types de plastique polystyrène, par exemple, c'est possible qu'en surface, ils soient dégradés en quelques années seulement, contrairement à ce qu'on pense. Mais en tout cas, il y en a qui, au fond, vont rester pendant plusieurs centaines d'années, ça c'est aussi. Et donc, quand ils se dégradent comme ça, naturellement, on va arriver à des morceaux, des fins de fragmentation, et donc ce qu'on appelle les microplastiques. Donc, vous voyez en haut à droite, c'est ce qu'on appelle un filet menta. On appelle un filet menta parce que ça ressemble à une vraie menta. Et donc, si vous mettez ça à la surface de l'eau, eh bien, en fait, vous allez voir dans le collecteur, en haut à gauche, vous allez voir ce qu'on retrouve dans le collecteur. Donc, ce sont des choses qu'on ne voit quasiment pas, en fait, quand on en chalute. Hein. Et par contre, une fois qu'ils sont concentrés comme ça, on appelle ça une soupe. Et quand on regarde au microscope, voilà ce qu'on voit. Donc, c'est très joli. Et par contre, c'est pas très sympa. Donc, vous voyez, par exemple, en haut, il y a un granulé industriel rond. Typiquement, il y a des fibres, il y a des cotons-tiges, il peut y avoir des pailles, il peut y avoir différents morceaux et autres, et donc c'est un véritable kaléidoscope. Et ça représente un petit peu justement la nature des microplastiques. Et puis il y a des questions autour de la dégradation des microplastiques. Est-ce qu'il y a des nanoplastiques? En fait, c'est une question qui est très difficile. Vous allez entendre souvent les gens parler des nanoplastiques, des effets sur la santé et autres. Dans la réalité, on sait fabriquer des nanoplastiques. En fait, on prend du plastique, on le met en très basse température et on le broie. Et donc, ça permet d'avoir des particules très fines qui sont de l'ordre de quelques nanomètres. Mais par contre, personne ne sait aller dans le milieu et doser les nanoplastiques. Personne ne sait, même les nanoparticules, personne ne contrôle, le dosage des nanoparticules. Donc, il y a des preuves, des arguments plutôt que des preuves indirectes. Si vous faites brûler ou chauffer à très haute température les polymères, ils vont se dégrader et vont donner des produits de dégradation qui sont normalement caractéristiques. Et donc les arguments, c'est de dire, si je prends de l'eau dans laquelle je n'ai pas de plastique, je ne vois pas de plastique, et que je brûle cette eau et que je retrouve des produits qui sont caractéristiques de la dégradation des polymères, ça veut dire qu'il y avait des nanoparticules dedans. Donc pour l'instant, c'est la seule certitude qu'on ait. Il y a des arguments, mais il pourrait y avoir d'autres produits qui donneraient les mêmes produits que les polymères, et ça on ne sait pas. Et donc du coup, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas vraiment de preuve, si vous voulez, formelle pour l'instant, sur la présence des nanoplastiques. Par contre, le principe de précaution veut que s'il y a des microplastiques qui viennent de la dégradation des plastiques, normalement, on devrait avoir des nanoplastiques qui viennent de la dégradation des micros. Alors il y a des gens qui nous disent non, c'est pas vrai, parce que si on prend par exemple un morceau de bois qui fait 1 mètre, on le casse en deux, vous prenez une des moitiés qui fait 50 cm, vous le cassez en deux, vous prenez une des moitiés qui fait 25 cm, vous la cassez, et puis ainsi de suite, et vous allez arriver à un morceau qui fait 2 cm, vous allez essayer de le casser, vous ne pouvez pas. Et donc parce qu'il faut beaucoup trop d'énergie, il n'y a pas de levier, et donc la fragmentation ne sera pas la même selon la nature du matériau. Alors il peut y avoir de l'abrasion également, donc il y a tout un ensemble de discussions autour, mais il n'y a pas encore, si vous voulez, de preuves formelles de la présence, sachant que ça pourrait être dangereux parce que ça passe dans les tissus et ça pourrait être transféré dans la chaîne alimentaire. Malgré tout, les quantités de plastique ne peuvent pas être importantes parce que c'est des particules qui sont très petites et en poids, si vous voulez, c'est pas trop important. Voilà. Alors, le problème, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Alors, vous avez peut-être entendu parler des continents de plastique, des îles, des ceci, cela et autres. Donc, c'est mystérieux. Il y a un parfum d'aventure autour de tout ça.
Alors, pour l'anecdote, c'est pas l'anecdote, ça tombe bien, on est à Nantes ce soir. En fait, le premier à avoir décrit ça, cette zone d'accumulation, c'est Jules Verne. Vous pouvez rentrer, quand vous rentrez chez vous, vous allez lire le chapitre de la mer des Sargasses, de 20 lieues sous les mers, et il explique qu'il y a tout un ensemble de cordages, de planches et autres qui s'accumulent dans la mer des Sargasses. Et donc c'était le premier à décrire le phénomène. C'est pas récent, hein, c'est pas quelque chose, simplement depuis quelques années c'est du plastique. Mais le principe c'est déjà décrit, il a attribué ça à un océanographe qui s'appelait Amaury, je crois. Je ne sais pas si c'était français ou américain, peu importe, mais le phénomène était déjà décrit. Et dans la réalité, la circulation elle est très connue. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'à l'équateur, donc si on prend l'exemple de l'Atlantique, mais c'est la même chose, comment dire, dans le Pacifique et dans le demi-océan Indien. Donc si on prend l'exemple de l'Atlantique, à l'équateur, vous voyez dans le golfe de Guinée, les eaux poussent toujours vers l'ouest. Et donc, à cause des alizés, c'est des vents qui sont nord-ouest, nord-est, sud-ouest dans l'hémisphère nord et qui sont sud-est, nord-ouest dans l'hémisphère sud. Et donc, ça pousse, si vous voulez, systématiquement vers l'ouest. Et l'eau, donc, elle se déplace. Alors, il peut y avoir des contre-courants, l'épaisseur est variable, peu importe, ça peut selon la saison, tout ça. Mais globalement, la circulation, ce qu'on appelle résiduelle, c'est la moyenne, va toujours vers l'ouest. Et quand elle arrive dans le long du Brésil, elle va remonter, mais dans le golfe du Mexique, elle va avoir tendance à monter. Puisqu'il y a toujours de l'eau qui arrive, si vous voulez, sauf qu'évidemment, l'eau ne peut pas monter jusqu'au ciel parce que ça demanderait beaucoup trop d'énergie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'échapper. Elle va s'échapper le long des côtes d'Amérique, ce qu'on appelle le Gulf Stream, le courant du Golfe, en fait, qui est généré simplement parce qu'il y a trop d'eau dans le golfe du Mexique. C'est pas très très difficile à comprendre, en fait. Il y a beaucoup trop d'eau, donc elle s'en va. Et donc elle va longer la côte des États-Unis, elle va arriver au Labrador, elle va se mélanger à des eaux froides, elle va traverser pour revenir au niveau de l'Europe, ce qu'on appelle la dérive nord-atlantique, que prennent les navires, le Titanic d'ailleurs a coulé dans cette zone-là. Et les navigateurs, quand ils rentrent, ils prennent souvent cette route-là aussi, parce qu'ils cèdent du courant, y compris Dadoville à la rame, avaient utilisé cette route-là, c'était le plus simple, bien évidemment, et de manière intelligente. Et donc, quand l'eau arrive en Europe, il y a une partie qui va aller vers le nord, je vous expliquais tout à l'heure le transport de déchets vers le nord, une partie qui va venir vers l'équateur pour combler le déficit d'eau, puisque l'eau est partie, il y a un creux, si vous voulez, donc ça appelle l'eau. Et depuis des millions d'années, l'eau circule comme ça, dans le sens virgule du monte. Et là, vous voyez, les couleurs rouges, en fait, ça correspond aux zones centrales. Donc si vous prenez un lavabo, vous faites tourner l'eau, vous mettez de la mousse de savon, où est-ce qu'elle va aller? Elle va aller au milieu. Et donc là, c'est exactement la même chose, c'est à grande échelle, c'est des petites vitesses, et c'est des volumes qui sont considérables. Et donc la mer, si on prend l'exemple de l'Atlantique, ça s'appelle la mer des Sargasses, cette zone-là. Et Sargasse, ça vient du portugais sargasso, c'est le varech, en fait, c'est des algues qui flottent, si vous voulez, qui se déplacent, ça vient du mot portugais, c'est ce nom qui a donné le nom à cette mer, qui en fait est une zone circulaire, une zone de convergence, et dans laquelle s'accumule tout ce qui flotte. Donc il y avait les déchets à l'époque de Jules Verne, mais il y a depuis des millions d'années des petites tortues, il y a des anguilles, il y a du plancton, il y a des sargasses, et tout ça. Et depuis quelques dizaines d'années, donc, il y a des plastiques. Et c'est ça qui a donné l'idée, si vous voulez, à un Américain qui s'appelait Charles Moore aux États-Unis, même si les physiciens avaient décrit le phénomène, d'appelé ça l'île de déchets, si vous voulez, ou le continent de plastique. Dans la réalité, il n'y a pas de continent du tout, bien évidemment, il y a simplement des densités qui sont plus importantes qu'ailleurs. Et puis l'image dans les chaluts de ces collecteurs avec tous ces microplastiques, cette image de soupe, elle a été largement véhiculée, si vous voulez, et ça illustrait un petit peu cette idée, et c'est la raison pour laquelle... Alors, localement, vous pouvez avoir des veines de courant, les zones ne se mélangent pas, et à l'interface, vous allez avoir sur 100, 200 mètres, par exemple, des déchets qui s'accumulent, mais en aucun cas, si vous voulez, c'est à grande échelle. Et je vais dire mieux, en fait, les densités en Méditerranée sont plus importantes que dans les zones de convergence. C'est-à-dire qu'il y a des zones côtières séparées dans le golfe du Bengale, y compris chez nous en Europe, y compris sur les côtes françaises, les densités de microplastiques, on est monté à 64 millions sur le bassin oriental de la Méditerranée, 64 millions de particules par kilomètre carré. On est à 250 milliards pour la Méditerranée et 5 000 milliards de particules et de déchets à la surface de l'océan. Et ça, c'est des calculs qui ont été faits, on avait contribué à ces travaux sur à peu près 13 000 habitants dans le monde entier. Maintenant, ça a été étoffé depuis, les données ont confirmé. Et ça ne représente que 1% des déchets, la surface des océans, ça ne représente que 1% des déchets, tout est au fond. Donc, vous voyez un petit peu comment il faut voir le problème, si vous voulez. Et alors, là, il y a 4 photos, c'est parce qu'en nombre, en haut, ce sont des microplastiques en nombre, et donc là, il y en a énormément, si vous voulez. Et par contre, en bas, vous avez des microplastiques en poids, ça représente peu. Il y a beaucoup de microplastiques, et ça représente peu. Par contre, vous avez des macros, ce qu'on appelle des macrodéchets, c'est les gros, les morceaux de filet et autres. En nombre, il y en a très 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 peu, mais en poids, c'est beaucoup plus. Et ça, c'est important parce que si vous considérez, par exemple, les molécules chimiques qui sont fixées sur le plastique, mais en fait, c'est surtout les macrodéchets qui sont les plus importants, pas les microplastiques. Et par contre, si vous considérez les espèces qui sont transportées par les microplastiques, plus il y a de microplastiques, plus il y a d'espèces transportées, donc c'est les microplastiques qui sont importants.
Et ça veut dire que selon le type d'effet, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre qui a des conséquences les plus importantes. Voilà. Alors ça, c'est des exemples de modélisation actuellement. Donc, il y a eu un accident il n'y a pas longtemps, le Concordia, vous en avez entendu parler en Italie. Donc, les déchets, c'était un des problèmes majeurs, si vous voulez. Et donc, on a eu des travaux, nous, pour prévoir. Et en fait, on s'aperçoit qu'en un mois, s'il y a un accident dans les Vosges de Bonifacio, ben, ce sont les côtes italiennes qui récupéreront tous les déchets. Et selon les scénarios, c'est inversé. Donc, on reçoit sur les côtes atlantiques des déchets qui viennent d'Amérique, hein, ça arrive. On reçoit même des tortues luttes qui viennent s'échouer de temps en temps. Et en fait, ce sont des populations qui sont nord-américaines, elles ne sont pas locales. Hein. Elles sont pas endémiques en tout cas. Et donc les modélisateurs essayent de comprendre justement comment vont circuler les déchets, où est-ce qu'ils vont aller. Donc il y a tout un ensemble d'exemples, on commence à détailler. Il y a un très beau programme qui s'appelle Clean Atlantic, une digne représentante ici, Morgane Lemoine. Et donc il y a eu des travaux de modélisation où on voit tous les déchets qui viennent de l'Europe, qui vont tous aller être repris par la circulation équatoriale et aller justement vers l'ouest, pour après probablement revenir. Et donc ça c'est des choses qu'on commence à comprendre maintenant dans le détail depuis peu. Alors, est-ce qu'il y a des impacts pour ces déchets? Oui, il y a des impacts, bien évidemment, vous pouvez l'imaginer. Le plus gros des impacts pour les macro-déchets, c'est ce qu'on appelle l'étranglement. Le problème, si vous voulez, c'est que les engins de pêche, ils sont faits pour tuer, et donc lorsqu'ils sont perdus ou abandonnés, certains continuent à pêcher, et parfois pendant plusieurs mois. En moyenne, on estime que c'est de l'ordre d'une année à peu près à 2 ans, parce qu'après ils s'en mêlent, et donc c'est moins efficace, si j'ose dire. Et par contre, c'est des centaines de milliers d'espèces qui sont touchées, notamment les gros organismes, comme les tortues par exemple. Ça, c'est une photo qui a été prise en Guyane. Vous avez différents types d'écrondements, c'est pas simplement des filets, mais globalement, c'est quand même les filets qui sont les plus impactants. Et donc, ça constitue l'un des impacts les plus conséquents, si vous voulez, sur les poissons. C'est important parce que en Méditerranée, il y a une étude qui a été faite dans le golfe du Lion il y a quelques années. C'est un programme qui s'appelle Fantarel. Et ils ont montré qu'il y avait une perte d'environ 2 à 3% du stock qui était liée simplement aux filets perdus. C'est-à-dire que l'impact, il y a même un impact économique, si vous voulez. Un stock de pêche, ça représente une certaine valeur, ça nourrit des gens, et donc il y a une valeur associée, si vous voulez, et donc c'est une perte qui est quand même assez importante. Il y a également l'ingestion. Alors ça, c'est intéressant, ce sont des espèces, ce sont des oiseaux qu'on appelle les Procellariformes, c'est une famille. Ils ont une poche dans l'estomac, c'est un jabot, en fait, qui sert à aider à la digestion. Donc pendant des millions d'années, ils avaient des pierres légères, une espèce de pierre ponce, ils gardaient dans l'estomac, comme ça, et quand ils ingéraient leur nourriture, c'était broyé, ça servait de mouliner un petit peu, et donc c'était broyé, ça facilitait la digestion. Et depuis quelques années, ils ont remplacé ça par des plastiques, et donc vous avez par exemple un fulmar ici, en bas, vous voyez là, ça fait à peu près 0,6 g de plastique. Et si vous, en moyenne, ça c'est actuellement ce qui se passe pour les oiseaux de la mer du Nord, et si vous extrapolez à l'homme, voilà ce qu'on aurait dans l'estomac. C'est un petit peu ça, pour un homme, il fait à peu près, une personne qui fait entre 75 et 80 kg. Donc ça c'est la situation réelle. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, pour l'homme, on aurait pris des mesures depuis très longtemps, du point de vue de la santé publique, on n'aurait pas laissé ça comme ça, c'est pas possible. Et par contre, pour l'environnement, vous voyez bien que c'est tout à fait secondaire, c'est des oiseaux, on ne les voit pas, et donc c'est pas très important. Après, vous avez des tortues qui sont très sensibles aussi. En fait, 80% des tortues en Méditerranée, enfin 60%, mais 80% dans certaines régions, et 90% à La Réunion ont des plastiques dans l'estomac, et parfois des quantités importantes, parce qu'elles sont très sympas, mais bon, elles ont un problème, c'est qu'elles confondent les sacs plastiques avec les méduses, et donc du coup, elles ont tendance à aller. Donc il y a des cas de mortalité, d'occlusion, des choses comme ça. Les dauphins en ingèrent très peu, et donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des espèces qui sont plus sensibles à cause de leur mode de vie et de leur régime alimentaire que d'autres. Il y a des espèces qui n'ingèrent pas du tout des déchets. Les dauphins, c'est de l'ordre sur des milliers analysés par le centre de La Rochelle, c'est simplement de l'ordre de 1% dans lesquels on a retrouvé des déchets. Donc ils évitent parce que ce n'est pas leur nourriture, c'est pas. Donc, vous voyez, c'est important ce que je dis parce que si, on en parlait tout à l'heure, si on augmente la température, s'il y a du réchauffement climatique, alors qu'on est pour, on est contre, peu importe, mais s'il y a 4 ou 5 degrés de plus, c'est tous les écosystèmes ensemble et toutes les espèces qui seront touchées dans leur mode de vie, dans leur répartition, et qui pourraient être décimées. Alors que dans le cas des déchets, si on augmente 10 000 fois la quantité de déchets, c'est surtout certaines espèces qui seront touchées. Et donc c'est important parce qu'en termes de distribution, il y a des déchets dans le monde entier. Et donc c'est vrai que c'est un problème global, mais par contre en termes d'impact, c'est pas aussi conséquent, si vous voulez, mais par contre ça se voit, ça se comprend, et c'est beaucoup plus. C'est pas conceptuel, si vous voulez. Alors que pour le climat, c'est quand même beaucoup plus difficile. Même moi, j'ai du mal à comprendre des fois ce qu'il faut dire. Donc, alors il y a des poissons, là ce sont des mycophyllées, ce sont des poissons planctoniques, ils vivent en pleine eau mésopélagique, ils vivent en pleine eau dans la journée, ils remontent la nuit à la surface, et comme les plastiques sont en surface, ils ont des taux d'ingestion qui sont plus importants.
Et donc ça a été montré dans le Pacifique et en Méditerranée également. Ce sont des espèces qui sont beaucoup plus sensibles à la présence, mais dans ce cas-là, évidemment, ce sont des microplastiques et non pas des plastiques. La question qui se pose un petit peu, c'est de savoir s'il y a un transfert le long de la chaîne alimentaire. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va retrouver des plastiques dans notre assiette? C'est une question, quotidienne. Donc il y a des gens qui ont travaillé en marquant des microplastiques avec des colorants fluorescents. Et puis ils ont donné des microplastiques à manger en laboratoire à des copépodes, c'est des espèces du plancton, vous voyez ici par exemple, ou bien des huîtres, ici en haut, là, vous voyez. Et donc on s'aperçoit qu'en fait, les microplastiques qui sont ingérés, alors on leur force, on les garde, parce que c'est vraiment c'est expérimental, c'est pour montrer du cheminement, c'est pas des quantités qu'on retrouve dans le milieu naturel, donc c'est plutôt bien pour la faune, parce que c'est quand même des cas extrêmes. Et donc on s'aperçoit que en fait, ils restent dans l'estomac, et là en fait, ils ne sortent pas de la cavité intestinale également. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'espace de 2-3 heures pour les espèces du plancton, quelles qu'elles soient, parce qu'elles sont ingérées parce que les carnivores n'ingèrent pas, c'est plutôt ceux qui sont filtreurs en fait, qui les ingèrent facilement. Et en 2-3 heures, ils devront excréter un petit peu, ils devront excréter tout ce qu'ils auront ingéré. Et c'est pareil pour les huîtres, sauf que là, c'est dans 2-3 jours. Et si vous avez une tortue qui a ingéré un plastique, elle est blessée par exemple, elle a été capturée par un pêcheur, vous la mettez dans un bassin, dans un centre de soins, en 2-3 semaines, elle va excréter tout ce qu'elle a dans l'estomac, il y a des centres de soins gardent, ils comptent, ils les analysent. En 2-3 semaines, elle va tout excréter. Et en fait, toutes les espèces, c'est un petit peu comme un enfant qui mangeait par la garde un morceau de plastique, mais en réalité, il va l'excréter au bout de quelques heures, quelques jours, peu importe, il ne va pas le garder. Et donc, les gros plastiques qui ne peuvent pas passer la barrière intestinale ne vont pas aller dans les tissus, et donc ils ne peuvent pas, la proie, si jamais l'organisme sert de proie, le prédateur a toutes les chances que le plastique ne soit plus là, et si jamais le prédateur, ingère la proie au moment où elle a un plastique dans l'estomac, elle-même ne va pas garder le plastique, il va être excrété. Donc en fait, il n'y a pas de transfert le long de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que s'il y en a dans le plancton, il n'y en aura pas pour autant, en bout de chaîne. Et pour l'homme, c'est pareil. En plus, pour l'homme, on nettoie les poissons. Tout est dans l'estomac et on vide les poissons. Et donc il y a très 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 peu de chances que vous ayez des plastiques. Donc c'est plutôt rassurant, si vous voulez. Après, la question des nanoplastiques, ça c'est une vraie question. Parce que là, ça passe dans les tissus. Et donc au même titre que les contaminants chimiques, il peut y avoir ce qu'on appelle, les spécialistes appellent la biomagnification. Et donc ça peut être transféré, mais en quantité de plastique, ça sera de toute façon très 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 faible. Mais par contre, on n'a aucun recul, simplement parce qu'on ne sait pas encore doser les nanoplastiques dans les tissus directement. Personne ne sait faire ça directement. Voilà. Donc c'est des vraies questions de santé publique. Mais par contre, pour les microplastiques en général, si vous voulez, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Il y a une étude coréenne qui a été faite il y a quelques mois. Ils ont montré que l'ingestion par les produits de la mer, surtout des filtreurs comme les moules et les huîtres, parce qu'elles filtrent beaucoup d'eau, c'est 25 litres par jour. Donc ça filtre pas mal d'eau, et donc ça peut ingérer plus de microplastiques. Ça représente à peu près 3-4% des apports de microplastiques que l'homme ingérait dans sa vie. Ça viendrait, 3-4% viendraient des produits de la mer, donc c'est quand même relativement peu. 7 à 8% viendraient de notre consommation courante et 85% de la respiration. Donc il faut savoir que si je fais ça, c'est déjà 10 fibres qui sont dans l'air, 10 fibres textiles, et donc tout le monde les respire, il y en a partout. En permanence, on en retrouve au sommet des montagnes. Et maintenant, on sait qu'elles sont dans les océans, c'est des voies de transfert par l'atmosphère de microplastiques également, peut-être plus importantes que les rivières. On n'a pas de recul, on n'a pas de quantifier les flux, mais on sait que c'est présent et que ça existe. Et c'est plutôt là, si vous voulez, que le problème se pose, que vraiment pour les espèces marines. Pour les espèces marines, c'est surtout un problème d'environnement et moins un problème de santé publique, sauf, je reviendrai tout à l'heure, dans des cas très particuliers de transport d'espèces à risque. Mais c'est important parce que quand on mange du poisson, a priori, on a peu de chance, si vous voulez, d'avoir des problèmes liés au plastique qu'il a ingéré, alors que parfois, c'était dit justement que c'était catastrophique. Voilà. Donc le principe de précaution fait qu'on a intérêt à garder à l'esprit le fait que ça peut être des nanoparticules qui sont ingérées et transférées, ça oui, sans savoir exactement ce qu'il y a. Mais pour les microplastiques, je pense que c'est quand même exagéré, si vous voulez, de penser qu'il y a un risque, même si ça peut être ingéré. Je veux dire, n'importe quel enfant, en mâchouillant son stylo, a avalé du plastique, il n'en est pas mort jusqu'à présent. Donc, il ne faut quand même pas exagérer, si vous voulez, quand même. Voilà. Alors, par contre, les plastiques, ils constituent de nouveaux biotopes, et puis même, ils altèrent le comportement de certaines espèces. Vous voyez, les oiseaux, par exemple, ils ont changé leur comportement. Alors, il y a une époque, maintenant, ça n'existe plus, parce qu'il y a un incinérateur, on est pour, on est contre, mais il y a un incinérateur pour la région de Marseille, à Fos-sur-Mer. Mais à une époque, il y avait des trains qui partaient toutes les heures d'une gare de Marseille, ce qu'on appelle la Blancarde, qui faisait 50 km pour aller à la décharge, à Miramas, qui était donc, et là, ils entassaient tous les déchets. Et la ville, c'est quand même, avec l'agglomération autour, 1,5 million. Et donc ça a duré pendant des années. Et en fait, les oiseaux avaient changé leur cycle et ils arrivaient à l'heure du départ du train pour suivre le train pendant tout le transport
et en fait se nourrir surtout les déchets comme ça. Et quand ils arrivaient, ils les ramassent, hop, ils retournaient. Leur cycle de vie était complètement transformé simplement à cause des déchets sur les trains. Donc maintenant, il n'y a plus les trains, et donc les oiseaux, ils vont ailleurs, mais quand vous continuez à manger des déchets, vous voyez, ils vont partout, ils cherchent partout. Donc ça, c'est un exemple de changement de comportement. Alors après, ça sert de support. Donc là, en bas, c'est des poches de moules expérimentales qu'on avait utilisées, qui ont été collisées rapidement. Donc vous voyez, ça peut transporter des espèces. Là, ce sont des algues, c'est en Méditerranée. C'est un extrait d'une photo d'ailleurs que je vais montrer tout à l'heure. Et donc il y a beaucoup d'espèces comme ça qui peuvent se fixer, et ça c'est important parce qu'elles peuvent voyager comme ça sur des milliers de kilomètres et peut-être même plusieurs années. Donc il y a également des risques pour la santé. Alors évidemment les accidents, il n'y en a plus finir, des seringues, des bâtons de dynamite, la drogue il n'y a pas longtemps, des paquets de drogue il n'y a pas longtemps. Il y a eu un épisode quand j'étais à Nantes à l'époque de bâtons de dynamite. Vous avez fermé les plages du club des Gascogne à cause d'arrivées massives. Il y a des fois le contenu des sachets, par exemple, sachets de pesticides, c'était le Cherbourg, un très bon exemple. Il y a des milliers de petits canards comme ça qui ont voyagé dans le monde entier, repris par les courants. Alors là, c'est pas très dangereux. Mais des accidents sur les plages, il y en a beaucoup. Ça représente quand même quelques pourcents des accidents qui arrivent chaque année sur les plages touristiques, morceaux de verre, morceaux de métal et autres. C'est pas quelque chose qu'on a d'insignifiant, c'est vraiment une réalité. Et donc, voilà, les problèmes de gestion sont des problèmes de gestion classiques des déchets à terre. Et puis, donc, les mégots, par exemple, évidemment, maintenant, le CERN vient de montrer qu'il y a des produits toxiques qui sont relargués énormément. Alors là, la solution est relativement simple. En fait, il suffit d'interdire de fumer. Donc, ça c'est clair. À partir du moment où vous interdisez de fumer, il n'y aura plus de mégots, sauf il y a des endroits où vous ne pourrez pas interdire de fumer. Si vous prenez Mykonos ou bien Ibiza, puisque les gens vont pour ça. Alors le problème qui se pose, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des espèces qui étaient toxiques qui se fixaient également. Donc, par exemple, ici, c'est un porocentrome, c'est une espèce de dinoflagellé, justement, qui contamine les coquillages. Donc ça, ce sont des espèces qui provoquent des mortalités massives d'huîtres qui se fixent sur des billes de polystyrène, donc c'est expérimental, mais ça veut dire que s'il y a beaucoup de microplastiques dans l'eau et qu'il y a des pathogènes, et bien en fait, la dispersion va être favorisée. Et ça, c'est un véritable problème. Parce qu'on a des exemples, même pas pour les micro-organismes pathogènes, mais simplement pour la macrofaune. Après le tsunami au Japon, il y a eu un très bel article dans la revue Science, qui est la meilleure revue scientifique, peu importe, mais en 6 ans, avec tous les déchets qui ont été transportés du Japon après le tsunami en Amérique du Nord, c'était 289 espèces nouvelles pour l'Amérique du Nord. Et c'est une véritable arche de Noé, en fait, il n'y a jamais eu d'exemple d'invasion massive comme ça par différentes espèces. Il y a des millions d'années, c'était des noix de coco, des branches, avec des espèces qui se fixaient dessus, et par hasard pouvaient arriver. Après, il y a eu des bateaux avec les ballast sur les coques, mais en fait, un bateau, ça va d'un port à un autre, ça va très vite, et donc il change. Il peut y avoir une contamination des autres ballasts au départ et à l'arrivée, mais c'est en ligne droite, si vous voulez, et il n'y a pas d'espèces qui se fixent. Et quand il y a 5000 milliards de plastique à la surface des océans, qui vont dans tous les sens et tout doucement, en fait, c'est un échange permanent, il y a des espèces qui se fixent, d'autres qui se descendent, et donc on ne sait pas du tout comment ça se passe, on n'a pas de recul, on sait maintenant qu'il y a des pathogènes qui se fixent. Alors ça, c'est un exemple qui est assez intéressant. Ici, là, c'est un foraminifère, c'était en Méditerranée, c'est les gens d'Angers qui ont fait des travaux quand on a fait les prélèvements, mais c'est une espèce qui est benthique, en fait, elle vit sur le fond et assez profond, à plusieurs centaines de mètres, et là, pendant 15 jours, elle a une période de vie larvaire, elle vient à la surface. C'est une période de reproduction sexuée, parce qu'il y a différentes, c'est complexe chez les foraminifères, et donc il y a plusieurs types de reproduction, mais quand c'est une période de reproduction sexuée entre mâle et femelle, à ce moment-là, donc l'œuf et le foraminifère qui arrive à la surface, il va rester en surface, et après il va se fixer. Et normalement, il redescend se fixer sur le fond. Mais comme il y a des plastiques, il se fixe, et donc à certaines périodes de l'année, en Méditerranée, sur tous les plastiques qu'on collecte, il y a énormément de foraminifères qui sont fixés comme ça, et donc ce qui est important, c'est que sur le plan fondamental, ça veut dire qu'une espèce qui normalement vit sur le fond, en fait, elle colonise le milieu pélagique. Et donc elle change complètement de milieu, elle change complètement de mode de vie. Et donc ça, c'est une des conséquences du plastique. Alors il n'y a pas de risque, si vous voulez, de santé, personne ne va mourir à cause des foraminifères, si on compare par exemple aux pathogènes. Mais par contre, c'est quand même sur le plan biologique, si vous voulez, c'est encore une des conséquences. Et ce qui est important finalement, c'est que par rapport à l'ingestion de poissons, par exemple, finalement le risque est assez limité. Les contaminants qui sont fixés sur les plastiques, où finalement le risque est assez limité, sauf si c'est des produits qui sont contenus dans du plastique, par exemple, qui sont toxiques. Mais par contre, on n'a aucun recul, on n'a pas beaucoup d'expérience. On commence simplement à découvrir les espèces qui se fixent, et on risque de trouver beaucoup de choses, assez spectaculaires en termes de transport, en termes d'invasion, en termes de brassage génétique. Alors il y a un travail qui a été publié par les Américains sur l'une des espèces d'algues qui venaient du Japon. Il y a eu un brassage avec des espèces
enfin c'est la même espèce, le même genre, la même espèce, mais c'est des sous-espèces différentes pour des raisons biogéographiques, et en fait elles se sont mélangées, et donc en fait ça a été avantageux pour l'espèce américaine parce qu'il y a eu un brassage génétique, et donc quelque part, comment dire, ça enrichit un petit peu la diversité. Mais par contre, les assemblages des espèces elles-mêmes, il y en a qui risquent de disparaître. On ne sait pas comment ça se passe vraiment, c'est simplement des constatations pour l'instant. Et donc, du coup, c'est vraiment le genre de risque, si vous voulez, qui risque d'être assez important. Imaginez, par exemple, qu'il y ait des salmonelles qui se fixent sur des plastiques. On est dans une station d'épuration, elles sortent, par exemple. Donc, normalement, elles ne vont pas survivre parce que c'est dans l'eau de mer, donc les pathogènes pour l'homme ne survivent pas. Il y a l'espace, le temps de leur survie, c'est-à-dire pendant 2-3 heures, s'il y a beaucoup de microplastiques, hop, à ce moment-là, ça va favoriser leur dispersion. Donc, vous voyez, ce genre de risque, par exemple, on pense que c'est peut-être plus important que simplement l'ingestion. Alors donc les impacts socio-économiques, je vous ai parlé tout à l'heure des marées blanches. Donc il y a également les coûts pour la pêche et les pêcheurs dans certaines régions du monde, comme on dit. C'est du temps passé à réparer les filets à cause des déchets sur les fonds qui crochent. C'est également le temps à trier aussi, ça représente beaucoup. C'est également des problèmes de navigation parce qu'ils se prennent dans les circuits de refroidissement, dans les hélices et autres. Il ne faut pas imaginer, ça représente des millions et des millions d'euros chaque année, hein, les déchets qui flottent à la surface. Il y a déjà une vingtaine d'années, j'ai discuté avec les affaires maritimes, c'était de l'ordre de 200 accidents par an en France uniquement. Et donc ça se chiffre par milliers en fait. Hein. Donc, et parfois des coûts importants sur les bateaux qui sont au large, il faut venir les chercher, des choses comme ça, et des risques. Et donc les containers pour la navigation, c'est la même chose, ça fait partie quelque part des déchets. Donc on a parlé un petit peu de la consommation des coquillages et principalement donc, des mollusques parce qu'ils filtrent beau, c'est là où il y a un petit peu de risque. Il y a également les coûts de nettoyage sur les plages. Donc, alors le nettoyage c'est important parce que en fait ça peut se concevoir uniquement lorsqu'il y a une valeur du déchet. Donc je reviendrai peut-être tout à l'heure, je vais terminer simplement. Vous voyez au milieu c'est un totem qui a été pris, une photo que j'ai faite à Libreville au Gabon, il était magnifique, très expressif, mais vraiment, moi je suis resté vraiment baba devant ce truc, il faisait 10 mètres de haut. Il était très très grand. Et puis finalement, avec le temps, en réalisant, je me suis dit, quand même, les gens qui ont fait ça, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment compris que c'était des déchets. Quoi. Ils ont fait quelque chose de superbe. Sincèrement, c'était vraiment pas. Moi, j'étais très sensible. Mais je ne suis pas sûr, comment dire, qu'ils aient réalisé que c'est un petit peu tous les problèmes d'une société, finalement, qui se retrouvent dans quelque chose qui sacralise. Quoi. Et c'est un petit peu triste, quelque part, justement, de sacraliser quelque chose qui est fait à base de choses qui sont. Voilà, quoi. Pour ce qui est des solutions, alors il y a différentes solutions qui ont été envisagées. Par exemple, sur des barrières sur les fleuves, c'est peut-être une des solutions les plus intelligentes parce que les apports des fleuves sont importants. Le nettoyage des plages, mais malheureusement, ça abîme tout l'écosystème de la plage et donc il faut faire très attention. Quoi. Ce qu'on appelle fishing for litter, donc c'est des pêcheurs qui ont des big bags qui remplissent de tous les déchets qu'ils ramènent. C'est modélier, c'est volontaire, peu importe, mais c'est une solution qui est utilisée assez régulièrement. Ça, c'est en mer du Nord, c'est surtout du côté des Shetland. Après, vous avez des bénévoles qui ont beaucoup de courage, vous voyez, qui vont nettoyer les ports comme ça, alors des bateaux qui les ramassent également. Il y a une opération qu'on appelle Vacances propres qui est très 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 efficace, ça représente des quantités énormes qu'on peut récupérer. Et donc moi je trouve personnellement que c'est relativement bien, quoi. Alors il paraît qu'ils sont financés par des industriels, mais quels que soient les problèmes liés à ça, malgré tout, ce sont quand même des gens qui œuvrent pour le nettoyage des plages, et c'est quand même relativement bien. Et puis vous avez le problème des nettoyages, si vous voulez, comme ça, où on demande aux jeunes de nettoyer ce que les adultes ont sali. Donc moi je pense que c'est bien pour l'éducation à l'information, c'est-à-dire pour expliquer aux gens ce qu'est un déchet et pourquoi il faut le nettoyer. Et par contre c'est malheureux de demander aux autres de nettoyer ce qu'on a sali nous-mêmes. C'est pas très cohérent quelque part, quoi. Et je suis sûr que les jeunes plus vieux ils feront pareil. Ça risque d'être un petit peu pareil. Voilà. Alors le nettoyage des océans, en fait je disais, en mer, c'est valable uniquement s'il y a une valeur. Par exemple, sur la plage, une plage, on nettoie la plage, c'est pas le déchet lui-même qui a de la valeur, mais c'est la valeur patrimoniale de la plage qu'on retrouve. Donc là, ça justifie si vous voulez nettoyer. Un filet de pêche, c'est très cher, ça peut se recycler, ça peut se réparer aussi, et donc aller chercher des filets de pêche dans les zones de pêche, c'est assez cohérent si vous voulez. Après, les grandes opérations pour nettoyer les océans, moi, là où je vois un problème, moi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de solution qui ne soit pas à base d'engins passifs. C'est-à-dire qu'il y a un jeune Hollandais qui a proposé d'aller nettoyer les océans, pourquoi pas, mais bon, il faut aller loin, ça coûte cher. Les plastiques qu'il va récupérer n'ont pas de valeur parce qu'ils sont dégradés avec le temps en mer, donc c'est difficile à recycler, ou en tout cas, ça coûtera plus cher. Et puis surtout, le système qu'il propose, c'est un système qui est passif. Et un système qui est passif, il va ramasser des plastiques, mais il va ramasser aussi des tortues. Et ça, personne ne peut le tolérer. À un moment ou à l'autre, ça va retomber sur la personne qui le fait, et donc c'est un petit peu le frein.
Et alors, il y a des gens qui ont trouvé une valeur comment dire, artificielle à des déchets récupérés en mer. Il y a des gens qui font des bijoux, il y a des gens qui font des vêtements, des choses comme ça, de luxe par exemple. Adidas a fait une chaussure. Et donc pourquoi pas, mais ça c'est pas durable, c'est simplement parce qu'il y a un marché, c'est ponctuel, il y a un appel des gens. Et donc c'est pas une solution qui est durable, en tout cas pour le bien commun. Donc vous voyez un petit peu l'intérêt du nettoyage, il n'est pas nul si vous voulez, mais c'est quand même dans certains cas simplement, parce que sinon ça emmènerait à des situations qui, ça serait excessivement cher, et alors sur les fonds c'est pas la peine parce que c'est très très cher, très très loin, et on n'a même pas cherché les nodus polymétalliques, donc je pense pas qu'on a cherché le sac plastique qui est au fond. Alors des mesures dans le Canada plein, il y avait, dès 2013 il y avait une conférence environnementale, il y avait des mesures, il y avait un Grenelle, tout ça. Et puis des propositions récentes, donc des interdictions de cosmétiques. Alors c'est simplement des centaines de tonnes. C'est pas des millions de tonnes, si vous voulez, les produits cosmétiques. Donc je crois que c'est de l'ordre de 265 tonnes pour l'Europe, je crois simplement. Par contre, les industriels ont anticipé. Ce qu'on appelle microbilles, les microbilles, c'est ce qu'on met dans les produits cosmétiques comme abrasif pour le gommage de la peau. Donc c'est pour les produits de beauté. Et donc ça a été interdit. Mais par contre, les industriels ont interdit avant l'interdiction. Parce que pour eux, c'était une bonne image d'interdire. Et en fait, ça ne les gênait pas du tout, parce que ce que vous ne savez pas, enfin peut-être certains d'entre vous le savent, mais à peu près 50 à 60% des fluides dans les cosmétiques sont de polyéthylène. C'est du plastique liquide, mais c'est du plastique. Et donc, c'était rien pour l'industrie, si vous voulez, d'interdire, de supprimer l'utilisation des microbilles, puisque de toute façon, il y avait toujours autant de plastique qui était vendu pour eux. Et voilà. Donc ça, c'est une question de logique, si vous voulez, industrielle. Voilà. On est pour, on est contre. Moi, je pense que c'est exagéré le plus souvent, mais il n'empêche qu'ils ont quand même interdit les microbilles, et ça, c'est quand même relativement bien. Après, il y a eu des décisions. Alors, la dernière, c'est une stratégie qui a été mise en place en 2018 au niveau européen, elle est très importante parce qu'elle aboutit à une directive européenne. Alors, il y a des gens qui sont sceptiques, pourquoi pas, il y a tout un ensemble de on est pour, on est contre, mais sincèrement, dans ce domaine-là, je pense qu'ils n'ont pas été mauvais, parce que c'est la directive la plus rapide dans l'histoire de la Commission européenne. En 7 mois, tout a été bouclé. Toutes les interdictions de sacs plastiques, de paille et autres, ça vient de cette directive-là. Ça va être encore amplifié. Il y a des objectifs à long terme, de recyclage, des choses comme ça. Et donc, c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens. Alors évidemment, il y a le bon sens quotidien pour tous les gens qui sont sensibles justement à ces problèmes-là, et ça c'est plus qu'honorable, c'est même essentiel, mais malgré tout, comment dire, de prendre en compte ce problème-là à un niveau politique, c'est quand même assez inespéré. Alors c'est vrai que la demande sociale est de plus en plus forte, et c'est important à un moment ou à un autre que les gens comment dire, s'investissent dans ce domaine. Par contre, des exemples de surveillance qui sont des succès, vous voyez des cartographies par exemple sur les fonds de la partie atlantique ou de la Méditerranée, on sait exactement où sont les déchets, on sait comment ça évolue dans le temps et l'autre, donc ça c'est du travail scientifique, mais ça nous permet de comprendre un petit peu où est-ce qu'il y a des problèmes. Vous voyez que le Pays Basque est quand même particulièrement touché. En fait, en hiver, il reçoit l'Espagne, et en été, il reçoit les côtes du golfe de Gascogne, et donc il reçoit tout le temps, malheureusement. Beaucoup viennent d'Espagne, beaucoup viennent de l'Adour également. Les Espagnols ont dit que les Français allaient dans les supermarchés espagnols et qu'après ils rachetaient et revenaient au Pays Basque et ils étaient sur la plage, parce que c'est moins cher en Espagne qu'en France. En fait, c'est des histoires à dormir debout, mais c'est vrai que le Pays Basque est quand même très 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 touché. C'est parmi une région de France qui s'est plaint très rapidement dès les années 97-98. Il y a eu des questions à l'Assemblée sur le problème des déchets en mer. Et voilà. Vous voyez en Méditerranée, c'est la même chose, il y a des zones qui sont très touchées. Et les questions importantes maintenant pour les scientifiques, on essaye de trouver des méthodes pour cartographier par exemple rapidement les zones d'accumulation. On a des drones qu'on essaye, on fait des études de risque par exemple. Vous voyez ici, ça c'est intéressant, on a des survols aériens avec des distributions de déchets et là des distributions de tortues. Et donc on transforme ça en probabilité, on croise, ça donne des distributions, des zones dans lesquelles où on voit que les tortues vont rencontrer des déchets. Dans l'Atlantique par exemple, vous voyez ça c'est une espèce qu'on appelle Caretta caretta. Et puis la caouane, et ça c'est Caretta caretta avec la tortue lutte, qui elle vient souvent justement de la dérive nord-atlantique d'Atlantique. Et donc on sait exactement où sont les zones où les tortues vont rencontrer beaucoup de déchets. On arrive à prévoir ça, on appelle ça l'analyse de risque. On est capable également de quantifier les petites particules. On descend maintenant avec des méthodes semi-automatiques. Donc je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez, tous les déchets qui partent, c'est le projet Clean Atlantique, qui part d'Europe et qui vont aller vers l'ouest, comme ça, qui vont se repérer par la circulation. On a également la possibilité de prévoir, comme je l'ai montré tout à l'heure, les origines de déchets, on sait de quel port ça vient, on a beaucoup d'informations. On gère les données également, on développe des nouveaux indicateurs, notamment d'événements, et puis on a tout un ensemble de projets avec des drones. Il y a même des gens qui essayent de détecter les petits déchets par satellite. Bon, à mon avis, il leur faudra beaucoup de temps avant d'y arriver.
Mais il paraît qu'il y a des longueurs d'onde qui permettent de détecter des choses qui seraient liées à la présence de plastique et autres. Bon, je suis assez sceptique personnellement. Ça, c'est un autre exemple, c'est une perte. Alors, vous savez, les stations d'épuration, elles ont des grandes cuves et elles mettent des... En fait, il faut utiliser des bactéries pour dénitrifier, pour enlever les... Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des filtres en plastique, comme ça, on appelle ça des médias filtrants, qui sont quadrillés, je ne sais pas si on voit bien, mais ils sont quadrillés, et en fait, ça permet de démultiplier la surface sur laquelle les bactéries vont se fixer. Et donc, ils empilent ces médias comme ça, et donc, ça fait des dizaines de milliers de mètres carrés, comme ça, qui sont dans des volumes qui sont assez réduits. Ça permet d'augmenter l'épuration de l'eau. Sauf que de temps en temps, il y a des problèmes de gestion, et donc ils perdent tout leur... Donc c'est ce qui est arrivé en Italie l'année dernière. Vous avez donc, les Italiens qui ont montré qu'il y avait une perte ici à Naples, au sud de Naples, vous voyez. Et donc petit à petit, sur les plages, on avait des échouages, et donc de temps en temps, il y a eu des arrivées assez importantes. Ça donnait justement... Et là, on a des modèles qui montrent justement ce que c'est devenu. Et donc on voit très bien le cheminement. On a trouvé après des médias filtrants dans les estomacs de tortues. Et là, la semaine dernière, ils ont trouvé en Tunisie, c'est-à-dire que depuis un an, en fait, ils ont tourné comme ça, ils sont revenus en Tunisie, flottant, et on les retrouve régulièrement. Et ça vient d'un accident. Donc ça veut dire que les mesures, elles sont assez simples. Il faut absolument que la gestion des bassins, on va dire, de la station d'épuration soit un petit peu plus sérieuse pour arriver à... Donc vous voyez, donc là c'est pareil, c'est des données de surveillance sur les eaux françaises. On montre qu'il y a des endroits où en apparence ça monte, mais dans la réalité c'est pas tout à fait ça. Là c'est pareil, c'est pour des microplastiques, autant que je me souvienne, ça c'est sur les fonds. Et voilà, ça c'est intéressant, ce sont des nouveaux indicateurs, c'est par exemple l'utilisation des oiseaux qui ont tendance à faire leur nid avec des déchets. C'est triste, mais c'est vrai. Et donc c'est une étude qui a permis de montrer que par exemple, vous voyez ici, vous avez à peu près... alors ça c'est le pourcentage ici avec des couleurs. Hein. Quand c'est bleu, il n'y en a pas. Et quand c'est coloré, par exemple ici chez vous, vous voyez, 100% des nids ont des déchets. Et donc il y a une partie qui en ont jusqu'à plus de 20. Et donc on arrive à quantifier comme ça, à discriminer, montrer selon les régions, quelles sont les régions les plus touchées. Bon, c'est important de rentrer dans les détails, mais les oiseaux ont tendance à faire des nids avec leurs déchets. Et j'utilise certains types de déchets en particulier. Ils aiment bien les morceaux de fil qui sont un peu doux. Ça fait duvet pour leur petit, quoi, si je veux dire. Ils aiment bien les branches de lunettes, parce que ça ressemble à des branches, et tout simplement. Et donc on trouve énormément de branches de lunettes dans leur nid. Et ça c'est particulier, et donc c'est des indicateurs on ne peut pas utiliser on appelle ça les cohérents parce qu'ils sont des vessataires, donc ce n'est pas des indicateurs de pollution marine. Et on arrive comme ça à montrer les zones les plus affectées, et en général plus il y a de monde, évidemment, plus. Voilà. Voilà, donc j'ai fini. Avant que j'arrête la présentation, donc on va peut-être montrer un film. Donc vous imaginez, vous êtes sur un bateau d'Ifremer, on vous emmène dans un sous-marin, et puis on vous fait descendre. Voilà, là on est à 2200 mètres de fond, c'est à 8000 au large, donc 12 km, 13-14 km plutôt. C'est entre Nice et Monaco, enfin à la limite à peu près, quoi. Donc 2200 mètres de fond, et voilà l'état du fond. Donc c'est vraiment là encore, comment dire, la carpette. Là c'est pas à cause d'une ancienne station d'épuration. C'est pas partout comme ça, hein. Il y a des endroits, si vous voulez, on en voit qu'un de temps en temps. Mais par contre, il y a des endroits, c'est assez fréquent, si vous voulez, il y a des zones d'accumulation. Donc il y avait des marques, il y avait par exemple la marque Chambourcy, pour ceux qui sont assez âgés, qui doivent connaître. En fait, la marque a été supprimée en 1996. Donc ça veut dire que, vous voyez ce que je vous expliquais, le plastique soit en profondeur, il se dégrade beaucoup plus lentement. Et donc il y a des objets qui n'ont pas bougé depuis 1996, comme ça. Ça, c'est le fond de la Méditerranée. Chaque fois qu'il y a une ville avec un canyon devant, systématiquement, vous allez avoir dans le canyon des endroits où c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait du développement de bactéries qui arrivent à dégrader le plastique? Alors, on arrive à trouver des bactéries sur le plastique. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à montrer qu'elles métabolisent vraiment le plastique. Donc, on ne sait pas s'il y a une dégradation. Pour ça, il faudrait avoir du plastique radioactif. Et après, montrer que c'est métabolisé par les bactéries, et c'est vraiment le plastique qui a été dégradé par la bactérie. Donc, toutes les bactéries qui ont été isolées à partir de plastique, il y en a. Mais la dégradation, il y a des gens qui ont montré qu'il y avait des enzymes qui dégradaient le plastique. Le problème, c'est qu'une enzyme, c'est très très cher à purifier. C'est des techniques, c'est ce qu'on appelle la biotechnologie. Pour produire quelques grammes ou quelques kilos d'enzymes, c'est des dizaines de milliers d'euros, quoi. Et donc, pour utiliser et recycler, par exemple, il y a beaucoup mieux que ça, en fait, c'est de limiter les apports. Et donc, il y avait un article, on en a parlé tout à l'heure peut-être avec toi. Il y a un article qui a été publié par une équipe américaine dans une grande revue qui s'appelle Nature, c'était il y a 2 mois.
En fait, le plastique en général, il y a la partie polymère et puis il y a ce qu'on appelle le branchage. C'est-à-dire qu'on réticule. Selon la manière dont on réticule le plastique, ça lui donne ses propriétés, plasticité, dureté et autres. Et donc là, au lieu d'utiliser un branchage classique, ils ont utilisé une molécule qu'on appelle PDK, peu importe, mais elle a la particularité de précipiter lorsqu'on la met dans l'acide fort. L'acide fort, ça n'existe pas dans le milieu naturel, donc il n'y a aucune chance, sauf si c'est dans des rejets de phosphate, mais vraiment à un endroit très précis, dans tel pays, ou quelque chose comme ça. Et donc, on fabrique un plastique le même que celui qu'on a, donc c'est polyéthylène, polypropylène, mais il est branché différemment avec notre molécule. Et lorsqu'on veut le recycler, à ce moment-là, on le met dans de l'acide fort. Le branchage, donc le PDK, la molécule, va précipiter et on récupère la trame qu'on peut recycler des milliers de fois. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne de la valeur à un plastique qui est abandonné. Et donc ça, c'est des travaux expérimentaux, mais c'est très très simple, c'est pas cher. C'est plus prometteur, si vous voulez, que des bactéries, parce que l'histoire des bactéries, ça va faire comme pour les hydrocarbures, en fait. Dans certains cas, on peut les utiliser, mais il faut mettre du dispersant d'abord, et puis il faut les nourrir, ces bactéries aussi, pour qu'elles dégradent le pétrole. Et on est plusieurs dizaines d'années après, on n'a même pas encore la souche, on va dire qu'on va utiliser dans tous les cas. Pour l'instant, c'est encore une utopie. Donc peut-être qu'à terme, on arrivera à isoler des bactéries, mais pour l'instant, on est loin du compte. Voilà. Donc il y a peut-être d'autres approches qui sont plus importantes, ça, je pense. Quid du PLA sur le milieu marin et sur la directive européenne? Alors, moi, je pense que c'est bien. Le problème, c'est que pour vraiment le dégrader, si c'est à terre, par exemple, si on chauffe, on peut après. Et par contre, en mer, avec la température de l'eau, il se dégrade très, très lentement aussi, quoi. Mais il y a une étude qui a été faite. Ah oui, il y a des gens, à Lorient, il y a des gens qui travaillent absolument. On sait très bien que le problème limitant, c'est la température, en fait. C'est-à-dire que l'eau étant froide, le PLA il se dégrade naturellement, mais il faut une certaine température. Voilà. Donc voilà, on peut se dégrader avec des bactéries, mais il faut aussi qu'il fasse avoir des conditions qu'on ne retrouve pas en mer. Donc la dégradation finalement est assez lente en mer. Qu'est-ce que c'est que le PLA? Qu'ils allaient l'interdire dans la directive européenne. Le PLA ouais. Je sais, moi je ne suis pas au courant. Ouais. Nous on a participé parce que les données pour le choix des objets qui sont interdits viennent d'un groupe auquel je participe, et donc je vois à peu près comment ça se passe. Il y a des choses qui ne vont pas dans la directive. Par exemple, ils n'ont pas interdit les verres en plastique. On ne sait pas pourquoi. Ils n'ont pas interdit les ballons de rouge dans les fêtes et autres. Alors pour les ballons, je sais que ça vient d'Allemagne parce que c'est pour des raisons culturelles, et donc ils ont fait pression pour que ce ne soit pas interdit. Mais ce n'est pas très très grave parce qu'en fait, chaque municipalité, lorsqu'il y a une fête, a le droit d'interdire les ballons. C'est des interdictions qui peuvent être séparées pour les verres en plastique, et les pays peuvent le faire. Donc la directive, c'est un cadre. Après, il y a des pays qui vont beaucoup plus loin. Il y a des interdictions de plastique à usage unique en Europe. Et comme il y a une production industrielle, ils veulent limiter les interdictions, en tout cas faire en sorte que l'industrie se rabatte sur le recyclage avec le temps, parce qu'ils ne peuvent pas mettre au chômage des dizaines de milliers d'emplois comme ça. Et par contre, il y a des pays qui n'ont même pas de production de plastique, le Kenya par exemple ou autre. Eux, ils ont interdit tout de suite, quoi. Immédiatement, ils ont interdit le plastique, et il paraît qu'à l'aéroport, quand on arrive, si vous avez un plastique dans le sac, quand il fouille, hop, ils vous l'enlèvent, quoi. Et si c'est on peut avoir il y a eu des amendes qui ont été données. Il y a même un bateau qui a eu, alors attendez, je crois que c'est 200 000 € d'amende cette semaine. Je ne sais plus dans quel pays, simplement parce qu'il a été pris en flagrant délit pour rejeter ses déchets à la mer. Une somme phénoménale. Ouais. François, est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est que le PLA, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posaient la question. Oui, ben en fait, c'est un plastique biologique, en fait. Donc, c'est des dérivés de produits organiques, si vous voulez. Et donc, c'est pas un plastique, c'est pas un polyéthylène ou un polypropylène, c'est pas issu de la pétrochimie. Donc, il y a un intérêt pour ce type de plastique, c'est qu'il peut remplacer. Alors, il ne faut pas confondre avec les bioplastiques, qui en fait sont les mêmes plastiques que le polyéthylène, polypropylène, mais sont faits à partir de plantes. C'est un peu comme le biocarburant, en fait, c'est du carburant, c'est le même carburant quasiment. Il va avoir quelques propriétés différentes, mais c'est fait à partir de plantes. Donc le PLA, qui est un plastique organique, et le bioplastique, c'est complètement différent. Mais dans tout ça, c'est obtenir des biodégradables. Alors, le but, l'objectif, ce serait d'avoir des plastiques biodégradables. Alors ça dépend, parce qu'en fait, il y a deux options. Soit on recycle, et donc c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas relancé le système de consigne pour les bouteilles. C'était voté cette semaine, je crois, au Sénat. Et il y a eu des lobbies qui ont essayé de faire en sorte que la consigne revienne. Mais en fait, l'industrie a fait valoir le fait que si on met un système de consigne, actuellement, le seul produit qui est recyclé, c'est les bouteilles. Donc toutes les usines de recyclage ferment. Et donc c'est la raison pour laquelle ils préfèrent favoriser le recyclage en s'engageant à recycler plus. Et dans la directive, ils demandent de recycler plus. Donc à terme, il y a une solution.
Après la dégradabilité, il y a eu des normes qui ont été mises en place. En 2016, quand Ségolène Royal a dit on va mettre des sacs biodégradables, il y a un décret de loi qui est sorti, mais le problème c'est que c'est dégradable, ça veut dire que ça passe dans les tests de dégradabilité. Et donc les tests de dégradabilité, ça veut dire qu'il y a 20% de perte de matière en 1 an, 2 ans, et donc ça ne veut pas dire que tout est dégradable, ça va prendre de toute façon des années, et donc c'est pas une dégradabilité. Voilà. Par contre, des produits, justement ce dont je parlais tout à l'heure, qui sont 100% recyclables des milliers de fois, ça veut dire que n'importe quel gamin qui trouve un plastique, il le ramasse, il va se faire un petit peu d'argent avec. Et donc, même s'il n'y a pas de système de consigne, à un moment, il va y avoir... Évidemment, le mieux, c'est la prévention, c'est qu'on fasse... qu'on ait moins de déchets. Je crois que c'est marqué là, Évidemment, c'est le mieux en termes de comportement, et puis c'est le plus logique et le plus simple. Quoi. Et malgré tout, le problème, il est là, et il y a toujours des gens qui jetteront, même parfois par inadvertance, c'est ça, je ne sais pas comment on peut gérer. Donc les PLA, ce n'est pas des plastiques qui sont dits biodégradables. Alors si, ils sont dégradables, mais ce que j'explique ici, ils sont dégradables, ils sont organiques, ils sont dégradables, par des bactéries ou autre en plus. Mais le problème, c'est que dans l'eau de mer, la température est faible, et donc du coup, la dégradabilité est diminuée. Et donc, c'est pas aussi bien que... Ils finiront par être dégradés. Oui, mais ça prendra quelques années quand même. Après, il y a différents types de PLA, il y a différents types de branchages, de molécules et autres, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a un laboratoire à Lorient qui travaille beaucoup là-dessus. Ils ont beaucoup de pilotes et autres, et ils font des très très belles choses. Il y a des Écossais qui ont montré qu'ils ont enterré une branchage pendant le temps. Pardon, on les Écossais. Juste passer à d'autres questions pendant qu'on a encore le temps, mais après, de toute façon, il y a un temps d'apéritif où on pourra approfondir certaines questions. Il y a d'autres questions. Alors, moi, je voulais dire, tu disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas doser les nanoplastiques dans le tissu. Mais est-ce qu'on sait quand même au niveau des études le pourcentage de dégradation qu'on a des microplastiques aux nanoplastiques? On ne sait pas. On ne sait pas non plus. Non, on ne sait pas. Parce que on pourrait, sans avoir à le doser dans les tissus, on pourrait regarder au niveau... Non, on peut, les microplastiques, on peut les doser. Techniquement, on arrive à peu près à 1 micron maintenant actuellement. Après, il y a des gens qui descendent un petit peu, mais ils ont très très peu de certitude. Donc même quand on travaille sur des poissons, par exemple, on essaye de voir les microplastiques dans les poissons, et bien en fait, il y a énormément de contamination. Je me dis, je fais ça, c'est des fibres. Donc là, moi, je fais mon analyse, hop, je vais avoir plein de fibres. Et en fait, c'est de la contamination. Et donc, quand on descend en taille, techniquement, c'est excessivement difficile, et utiliser des techniques chimiques, qu'on appelle Raman ou des choses comme ça, en fait, sur des petites particules, on n'y arrive pas parce qu'elles sont trop petites. Et donc, alors, il pourrait y avoir peut-être quelqu'un qui arriverait à faire un dosage, montrer que, mais de toute façon, ce n'est pas des dosages, comme on fait classiquement à l'échelle de chaîne abartique, on n'aura pas d'informations là-dessus, mais personne ne sait le faire. Quoi. Donc, en fait, le principe des nanoparticules, c'est qu'on les fabrique et on les utilise. Donc, il y a des tests de toxicité qui sont faits, mais ils sont faits quand on les fabrique. On prend un matériel, on le refroidit à moins 80, on le broie, donc c'est du cryobroyage en fait, et on arrive à faire des particules très très fines, on les passe au coulter et on arrive à voir, enfin un système comme ça, on arrive à voir qu'elles sont très petites, elles sont à 100 nanos, 10 nanos, peu importe. Donc ça c'est des nanoparticules. Après on peut l'utiliser avec tout un ensemble d'applications, je ne connais pas. Mais bon, avant de les utiliser, on va tester la toxicité. Donc ça, parce qu'on a des solutions avec des nanoparticules dessus, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont étudié un petit peu leur comportement et en fait elles ont tendance à s'agréger dans le milieu marin, dans le milieu liquide. Et donc ça, on sait faire, on sait utiliser, on sait faire la toxicité. Donc dans l'industrie, j'utilise pour tout un ensemble d'applications. Mais par contre, une fois que c'est parti dans le milieu naturel, personne ne sait faire. Vous pouvez chercher, personne ne sait doser dans le milieu naturel. Alors les nanoparticules c'est une chose, et en plus, les nanoplastiques, alors là c'est encore plus complexe parce que d'abord il y a plusieurs polymères, donc c'est des propriétés différentes et autres, donc on n'a pas le recul. Ouais. Si on imaginait qu'il n'y avait plus de rejet de déchets dans l'environnement, combien de temps ça prendrait pour qu'il n'y en ait plus Plus du tout. Ça dépend. Alors sur ça, je pense qu'en quelques dizaines d'années ça serait réglé. Sur les fonds, c'est quelques centaines d'années. Après, vous pouvez vous dire, moi les professionnels, on tourne ça en dérision, mais vous pouvez vous dire qu'avec le temps, ça fera comme les amphores, ça prendra de la valeur, puisque c'était des vieilles bouteilles de vin. Oui, on a parlé un petit peu des plastiques biodégradables, mais du coup, ils se dégradent en quoi? Ils se dégradent en microparticules de plastique? Alors, en fait, l'éthylène, c'est naturel. Le propylène, c'est naturel. Mais par contre, le polyéthylène et le polypropylène ne le sont pas. C'est l'homme qui les a créés. Donc, si on part d'un gros plastique, d'un polymère, qui va se dégrader en microplastique, qui se dégraderait normalement, ça c'est la voie la plus probable, on va arriver à un moment à un isomère qui va se dégrader en monomère. Donc on va retrouver du propylène, on va retrouver de l'éthylène, qui
qui ne posent aucun problème, c'est des produits tout à fait naturels. Donc le problème, c'est surtout la partie physique, la pièce de plastique. Après, il y a des liants, additifs et autres qui peuvent poser des problèmes. Donc, il y a tout un ensemble de débats. En mer, on les trouve, mais ils sont à des niveaux très très faibles, parce qu'il y a quand même une très très forte dilution, hein, c'est grand la mer. Et donc, on estime que pour l'instant, ce n'est pas les problèmes les plus importants, justement, par rapport au transfert des bactéries, des choses comme ça. Mais sinon, ça va redevenir normalement un monomère. Est-ce que tu connais des avancées en ce qui concerne le recyclage chimique du plastique? Oui. Vous pouvez expliquer? Ouais, par rapport aux mécaniques chimiques et en fait, le problème, c'est qu'actuellement, le recyclage, alors il y a une usine je ne me souviens plus comment elle s'appelle, en Suède, qui arrive a priori à recycler systématiquement tous les plastiques et à permanence. Mais bon, je ne sais pas quel est le procédé, mais a priori, c'est un procédé industriel, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais le problème, c'est qu'actuellement, toutes les usines de recyclage recyclent en injectant du nouveau plastique et recyclent 5-6 fois. Au bout de 5-6 fois, le plastique est trop dégradé et on ne peut plus faire des matériaux de valeur avec ça. Et donc, du coup, ça limite le taux de recyclage. On ne peut pas recycler l'habitat éternel. Par contre, le système dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des travaux expérimentaux, c'est vrai, mais c'est des travaux expérimentaux, donc il faudra probablement des années avant que ce soit généralisé. Mais on peut faire un plastique, si vous voulez, le même plastique, avec du polyéthylène, polypropylène, mais branché de telle manière qu'en éliminant le branchage, on peut réutiliser le polymère des milliers de fois. Et là, par contre, n'importe quel plastique qui serait fabriqué comme ça, c'est pas le plastique qui est actuellement dans la rue, qui traîne dans la rue, si vous voulez, mais un plastique qui serait fabriqué comme ça, même s'il traîne, on le ramasse, on le met dans l'acide, et hop, on récupère la trame qui peut être réutilisée. On casse les molécules. Pardon, oui. On casse les molécules, on enlève le branchage, c'est une technique relativement simple, simplement le plastifond, on enlève le branchage pour pouvoir récupérer la trame, le polymère lui-même, avant la fabrication du plastique, et à ce moment-là, le réutiliser. Donc moi je trouve que c'est intelligent, je ne sais pas si il va y avoir des développements, parce qu'il y a toutes les contraintes industrielles, il y a un marché, il y a ceci, cela, donc ça c'est des choses que moi, je suis incapable de vous en parler, mais il n'empêche qu'à partir du moment où il y a une idée, comment dire, qui peut tenir la route, je pense qu'il y a des gens qui vont regarder parce qu'il y a quand même une demande forte. Alors justement, en termes de production plastique, on est plutôt aujourd'hui sur une production en développement continu. Ne réfléchissez pas, ça va continuer à augmenter de manière exponentielle. D'accord. Par exemple, la question ne se pose même pas comme ça. L'industrie, de toute façon, elle trouvera des solutions qui permettront de vendre plus de plastique. Par exemple, le transport des granulés industriels, donc les perles, vous avez vu ces espèces de nappes de granulés qui arrivent sur les plages. Donc les industriels ont leur demandé d'agir, donc ils ont proposé des sacs qui sont beaucoup plus épais, donc ils vendent plus de plastique. Et donc c'est vrai qu'on donne un coup de couteau dedans, ça transperce pas, mais voilà, donc c'est une solution qui a leur avantage, mais qui en même temps est mieux pour l'environnement. Donc je ne sais pas si c'est gagnant-gagnant, c'est peut-être un petit peu trop plastique. Là qui propose des espèces de containers comme ça uniquement pour les granulés, mais ça veut dire changer le mode de transport, porte-containers ou des choses comme ça, et donc à ce moment-là c'est des surcoûts. Vous voyez après c'est une question d'équilibre. Même dans le cas de la réflexion du pétrole ou d'un renchérissement du pétrole. On peut faire du plastique, avec des plantes. On peut faire du polyéthylène, polypropylène avec des plantes, ça se fait déjà. C'est ce qu'on appelle les bioplastiques. D'accord. À ne pas confondre avec les plastiques organiques, le PLA par exemple. Là, c'est du polyéthylène, du polypropylène, basse densité, haute densité, PET, tout ce que vous voulez, mais c'est fait à partir de plantes. On sait faire ça. C'est dans quelle proportion à peu près? Alors après, ça dépend de l'intérêt économique, je ne sais pas, c'est de l'ordre de quelques pourcents, mais à partir du moment où il n'y a pas de valeur ajoutée au plastique, tant qu'il y a de la pétrochimie, les gens préfèrent peut-être la pétrochimie. En tout cas, il va y avoir probablement des intérêts industriels qui font que c'est encore ça. Okay. Ouais. Vous avez un point de vue sur la kéroline Alors justement, c'est vrai, il y a des gens qui proposent ça comme solution, il y a des gens qui sont contre. Je ne sais pas vraiment quels sont les arguments pour et contre. Mais je crois que l'usine justement qui est en Suède, je crois qu'elle utilise ce procédé-là. Il me semble qu'il y a ça. Il y a également des gens qui ont proposé un système. Je ne sais pas si vous connaissez le graphène. Le graphène, c'est des monocouches de carbone. C'est des molécules assez particulières. C'était inventé il y a très très peu de temps. Je crois que le gars a eu un prix Nobel, le chimiste qui a fait ça. Après, bon, les prix Nobel, il faut s'en méfier. Il y a 6 prix Nobel qui ont été attribués à des inventeurs de plastique. Donc, on ne savait pas à l'époque. Toujours est-il que les graphènes, c'est des monocouches de carbone qui sont très très résistantes et sont encore plus résistantes que l'acier. Donc c'est très très cher pour l'instant, donc on n'arrive pas à produire ça parce que c'est en quantité industrielle. Mais il y a des tas d'applications possibles. Par exemple, les militaires, j'ai lu ça, ils arrivent à faire des lentilles qu'ils mettent sur leurs yeux avec du graphène et ils voient la nuit. Donc il y a tout un ensemble de possibilités de développement et autres, c'est assez spectaculaire, mais c'est très très cher et donc ça ne s'est pas généralisé.
Et par contre, il y a des gens qui ont proposé, qui ont publié il n'y a pas très longtemps, avec justement différentes étapes de pyrolyse, la possibilité d'avoir des produits de combustion qui sont en fait des graphènes, quoi. Et donc, ils sont en train de regarder justement s'il y a possibilité d'avoir une production de ce type de matériaux avec des plastiques ou des choses comme ça, qui seraient avec des déchets en fait. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité. Et là, c'est un domaine, je ne suis pas spécialiste, donc j'ai lu ça comme ça, si vous voulez. Je ne suis pas vraiment spécialiste. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément favorables à la pyrolyse. Et je sais par contre que c'est utilisé comme moyen de... C'est la méthode qu'on utilise pour caractériser aussi les nanoparticules. On fait de la pyrolyse en fait, et le produit de dégradation sont caractéristiques des polymères, et c'est ça qui permet de dire s'il n'y avait pas de plastique avant, dans l'eau, bah, qu'il y avait probablement des nanoparticules. Ce qu'on appelle les nanoparticules de plastique, ça reste des polymères du coup. C'est pas... Ah bah, a priori, oui. Parce qu'un monomère, c'est même pas une nanoparticule, c'est une molécule, c'est pour donner une structure, il n'y a pas de matière, quoi. C'est dissous en fait. Et après, du coup, les nanoparticules de plastique, si on les ingère, ça passe à travers les tissus, et alors, on n'a aucun moyen de les évacuer. Non, je n'ai pas dit que ça passait. En fait, ce qui se passe, c'est que les barrières intestinales, dans l'estomac, dans les structures digestives, font que quand on mange, le principe de la digestion, vous mangez une molécule, des protéines, des lipides, peu importe, il y a des enzymes qui les cassent, de façon à les rendre petites, de façon à ce qu'elles passent dans le sang. Sinon, si l'estomac prenait toutes les grosses particules, vous aurez des pierres, vous aurez des holothuries, des concombres de mer, vous aurez des grains de sable qui passeraient dans la circulation et autres. Et donc, le principe de la digestion, c'est de garder que les molécules qui rentrent dans la circulation sanguine et le reste est excrété. C'est le principe même de la digestion. Et donc, les polymères, qui sont des grosses molécules, en général, ne peuvent pas passer. Et encore plus les microplastiques qui sont très au-dessus, de la taille même des cellules. Donc elles peuvent blesser les cellules, elles peuvent être phagocytées, éventuellement pour les plus petites particules, mais elles ne vont pas passer dans le sang après. Ça a été montré avec des cellules en culture, par exemple, qui a une phagocytose pour les toutes petites particules, notamment les plus petites. Et par contre, elles ne peuvent pas passer après parce que la cellule est dégradée. Mais si on passe à des molécules qui sont de la taille des oligomères, des molécules qui rentrent, des protéines dans le cadre de la digestion normalement, à ce moment-là, les nanoparticules peuvent éventuellement rentrer. Donc le problème, c'est que même la recherche médicale, elle n'a rien fait là-dessus. Il y a un article qui a été publié par une équipe indienne dans les années 2001 qui explique que les nanoparticules vont rentrer, pourquoi pas. Mais par contre, c'est un domaine qui normalement devrait être suivi dans les laboratoires de recherche médicale et autres. Mais il n'y a pas de littérature, il n'y a rien, parce que sur le principe, ils pensent que les particules ne vont pas rentrer. Simplement parce que la taille des pores au niveau des cellules, des membranes, ne permettront pas de rentrer pour des raisons physiques. Vous voyez, et alors, si c'est plus petit, si ça descend au niveau de quelques 1 ou 2 nanomètres par exemple, et que là ça rentre dans les gammes de taille qui permettent de passer au niveau de ce qu'on appelle les brush borders pour les spécialistes, dans les cellules de l'estomac, et bien à ce moment-là, peut-être que là, une nanoparticule pourrait passer. Et si elle passe, à ce moment-là, ça veut dire... Vous savez, il y a des travaux, par exemple les Allemands, ils ont fait une étude, ils ont pris des particules de plastique vierges, sans polluants. Et ils voulaient voir, comment dire, si il y avait des contrôles, ils voulaient voir si les polluants qui étaient fixés sur les plastiques, quand ils sont ingérés, passaient dans les tissus. Ça, c'est le mécanisme le plus classique. Le polluant, lui, passe parce que c'est des toutes petites molécules, et donc ils passent dans la circulation sanguine, ils vont dans le foie en général, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes de contamination et autres. Bon. Et donc ils ont pris des particules vierges, ils ont donné à des poissons, surtout sur les juvéniles, d'ailleurs on ne sait pas encore pourquoi. Et en fait, les particules vierges, c'est-à-dire sans polluants, elles captent les polluants qu'il y a dans l'estomac. C'est-à-dire qu'à l'inverse, ce n'est pas le plastique qui amène les polluants, il y a des cas où c'est le plastique qui enlève les polluants. Donc si vous voulez gagner de l'argent, vous faites une société, vous faites la plastique aux gens, vous avez la purification, mais c'est pas des conneries. Non, mais je rigole, mais alors évidemment c'est contre nature si vous voulez, on ne va pas faire ça, personne ne va faire ça, mais il n'empêche que la particule, si vous voulez, elle est propre, elle est capable de pomper les polluants, et elle ressort, elle dépollue en fait, voilà. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que simplement dire que le plastique en fait, et voilà. Elle capte les polluants des océans. Pardon, Elle capte les polluants des océans. Alors, en fait, ça fonctionne comme un buvard. C'est-à-dire que les polluants, enfin certains polluants, pas tous, mais par exemple les PCB, on appelle ça des molécules hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas l'eau. Et donc elles sont dans l'eau parce qu'elles sont arrivées avec différentes voies aériennes, peu importe, liées à l'eau, et donc elles n'aiment pas l'eau. Et donc, si elles ont un plastique, je dis, voilà, réfléchissez pas à les molécules, mais bon, si elles trouvent un plastique, si vous voulez, donc, qui leur permettent d'éviter le contact avec l'eau, hop, elles vont aller se fixer dessus. Donc c'est ce qu'on appelle les molécules hydrophobes qui ont tendance, et les plastiques qui fonctionnent comme des buvards, ils ont tendance à capter les molécules hydrophobes,
et donc ils sont dans l'eau. Donc en étant véhiculés comme ça. Mais le problème, c'est que s'il y a le plastique est pollué, c'est pas le plastique qui pollue, c'est parce qu'il y a des polluants dans l'eau. Vous comprenez? Et donc quand vous allez dans la vaisselle des aéroports du monde au niveau de PCB, ce qui est vrai, les plastiques qui sont dans la vaisselle ont des niveaux de PCB qui sont énormes, et c'est parce qu'il y a des PCB dans la Seine. C'est pas parce que le plastique est arrivé avec les PCB. Et donc c'est une voie de transfert, et vu la quantité de plastique qui est ingérée, c'est une voie qui est mineure. C'est-à-dire que le poisson, il va manger plus d'algues qui sont déjà contaminées par les PCB, ou sa nourriture qui a déjà des PCB, qui va en ingérer via le plastique. Donc ça existe. Les oiseaux, j'ai montré les estomacs pleins de plastique par exemple, dans certains cas, on arrive à montrer que les PCB, entre autres, sont capables de passer dans le sang. Ça existe, il y a des animaux qui sont, au niveau individuel, qui sont capables d'être contaminés par le plastique, parce que les plastiques sont très riches en contaminants, et l'oiseau a ingéré beaucoup de plastique. Mais globalement, si vous voulez, c'est une voie qui est vraiment très mineure par rapport à une contamination classique, ou même par les bronchites. Et les 5 grammes de plastique qu'on mange par semaine la carte de crédit, c'est exagéré, je pense. La personne qui... une carte de crédit par semaine. On va prendre une dernière question parce qu'après, il faudra quand même prendre l'apéro. On aime bien ça. Et François a un rendez-vous derrière, donc il ne pourra pas dépasser. Mais ce que je vous propose de faire, c'est après ces questions-là, je vais vous donner mon adresse mail. Vous pourrez me donner toutes les questions que vous voulez. Oui. Et puis moi, je te les passerai et je retransmettrai à tout le monde. Donc une dernière question, Élie. Oui, si j'ai bien compris, vous disiez tout à l'heure qu'en fait, on a plus de chances de respirer les nanoparticules de plastique que de les ingérer. Et donc là, c'est la réalité aujourd'hui. Ah oui, absolument. Tous les jours. Ah oui, l'école des ponts, je sais, à Paris, ils ont mis des cônes, ils ont fait évaluer les flux qui arrivaient de l'atmosphère. D'ailleurs, ça tombe souvent quand il pleut. Donc maintenant, c'est qu'on en reçoit plus. C'était juste des ans. T'as été nantais. J'étais nantais. C'est qu'on est plus. Non, mais maintenant, je suis parti dans le sud, j'ai compris pourquoi les nantais aimaient la pluie. Et alors, comment ça se passe, la filtration Alors après, ça va dans les poumons, et après, normalement, ça rentre pas, mais après, c'est quand même, c'est des particules, quoi. Après, ça va, c'est ici, donc ça peut aussi rentrer dans le... Voilà. La quantité ingérée, c'est plus atmosphérique que l'eau courante, alors après, on en a trouvé dans le sel, on a trouvé dans la pierre, on a trouvé dans tout un ensemble d'aliments, on a trouvé dans les sels aussi, donc je veux dire, il y en a partout, quoi. Il y en a partout. Aucune idée aujourd'hui de ce que ça peut nous faire. Non, personne ne sait. Personne ne sait. Mais par contre, la question est, je pense, est importante parce qu'on s'aperçoit que l'OMS, par exemple, on a une réunion avec l'OMS, on voit bien que les pouvoirs publics, les gens qui sont concernés par la santé et autres, commencent à s'intéresser à ce problème-là, alors qu'au départ, c'est un problème qui est venu de la mer. C'est-à-dire que les océanographes ont montré qu'il y avait des problèmes de microplastique. Moi, j'ai participé à cette histoire-là. Et on a bien vu, comment dire, que ça intéressait les gens. J'ai montré, pour les oiseaux par exemple, et finalement, maintenant que ça devient un problème humain, et qu'on s'aperçoit que c'est le même problème à terre, en fait, et bien, du coup, il y a beaucoup plus d'intérêt de la part de l'OMS, des services de la santé, l'ANSES par exemple, à des équipes qui travaillent sur la contamination par les microplastiques, et on voit bien qu'on va dire qu'ils rentrent dans le sujet vraiment. Et donc je pense qu'il restera pour la partie marine la question environnementale. Il y aura peut-être des problèmes de pathogènes et autres, mais je pense que dans quelques années, ça sera un problème vraiment de santé publique.